Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Lakers et on va essayer de comprendre et de voir les prémices de l'apport de JJ Redick. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feet. Oh my! Alors, bon, on a fini notre tour des previews de la saison, donc on va pas vous faire une énième preview, mais on n'avait pas parlé des Lakers, alors que c'est peut-être, ou même sans doute, l'équipe qui a le plus fait parler durant l'été, au moins d'un point de vue médiatique, avec notamment l'arrivée de JJ Redick. Et on s'était dit qu'après quelques matchs, ça pourrait être intéressant pour vous faire un podcast de début de saison, de vous dire un peu ce que nous on pressent, nous ce qu'on ressent avec justement l'arrivée de Redick à la tête des Lakers. Et pour vous parler de tout ça, on a quelqu'un qui finalement parle assez souvent des Lakers, c'est Jérém. Salut Jérém, ça va ? Écoute, ça va et toi? Ouais, c'est clair que ce que je me disais pendant que tu parlais, genre, en vrai, les Lakers, je fais beaucoup de podcasts sur votre équipe quand même. Bah ouais, parce que, alors votre équipe, moi je suis pas fan des Lakers, moi je suis fan de LeBron James. Les mais, Lakers. mais on t'appelle pour les choses qui font beaucoup de vues, Jérém, tu vois, t'es le patron, donc on te fait venir, tu vois, sur des sujets qui font des clics un peu, on se dit comme ça. Ok, c'est juste pour ça en fait. Peut te Ok. mettre en avant. Comme ça, on peut te mettre en avant. Jérém, début de saison, donc tu t'es tapé les Lakers là pendant quelques matchs. Est-ce que tu as aussi regardé les Denver Nuggets ? Alors, bah, du coup, j'ai beaucoup plus regardé les Lakers que les Denver Nuggets. Genre, en fait, je crois que j'ai regardé les deux matchs, mais partiellement. Genre, j'ai regardé le début contre Casey et je me suis dit, non, vas-y, en fait, je veux pas voir la suite. J'ai bien fait, parce que visiblement, la deuxième mi-temps est une cata. Et j'ai débarqué pendant le match contre les Clippers et j'aurais préféré ne pas le voir. Et oui, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu contre les Clippers. Et perdre contre les Clippers, je pense que cette saison, même si le début de saison est pas trop mal, ça devrait être un joli exploit d'enchaîner les défaites contre les Clippers, je pense. Ouais, parce que contre le Thunder, tu te disais, bon, ok, ils vont être forts, tu vois. Donc, tu te rassurais un peu comme ça. Mais là, contre les Clippers, tu te rassures pas du tout. Bon, évidemment, j'ai demandé ça à Jérém, parce que vous le savez maintenant, Jérém est un fan. T'es un fan de Denver ou du Jokic, toi d'ailleurs ? Non, Denver, j'ai commencé avant Jokic. Ah oui, t'as commencé avec la méta-analyste, avec le joueur méta-analyste fameux. Ah, j'étais avec Lawson, etc., quoi. Ouais, bien sûr, avec le Sun, ouais. Non, en vrai, oui. En vrai, oui. En vrai, genre, je crois que j'ai redécouvert un peu les Nuggets d'avant cette génération-là. Mais ouais, je me suis mis à la NBA en 2011-2012. Donc, il y avait déjà plus Melo, en fait. Ah d'accord, je pensais que c'était autour de Melo. Bon, on va attaquer notre sujet du jour, donc les Los Angeles Lakers, effectivement, avec l'arrivée de JJ Redick qui a fait grand bruit. Et on va essayer de vous donner un peu notre avis là-dessus, dans un premier temps, en se demandant un peu pourquoi on était circonspect, pourquoi il y avait des questions qui se posaient autour de son arrivée, ce qui nous permettra un peu de faire l'introduction de ce sujet. Et après, surtout, on va vous dire ce qu'on a vu nous dans les premiers matchs, puisqu'on attend un petit peu avec l'arrivée de JJ Redick. Jérém, d'ailleurs, toi, t'en as pensé quoi de cette arrivée de Redick là durant l'été ? En fait, on était beaucoup à être sceptiques. Et en soi, c'était pas dirigé contre JJ Redick. Mais je pense que, enfin, il n'y a pas de fan de Lakers qui s'est dit, ok, c'est un choix qui est naturel et qui s'imposait. C'est pas par exemple comme l'arrivée par exemple d'un Budenholzer aux Suns où tu dis ok, tu as un coach référencé qui va dans une équipe qui a de grosses ambitions. Le problème de Redick, c'est que c'est un coach en fait, il va découvrir le poste de head coach cette saison et qui a aucune expérience en fait dans un staff en amont. Et en fait, le dernier exemple de ce type-là, c'était Chauncey Billups qui a été parachuté head coach au Portland Trail Blazers. Et j'ai pas vu le début de saison de Portland, par contre j'ai vu les saisons précédentes un peu, et c'était vraiment pas terrible. Et donc on avait peur qu'il y ait un peu un truc comme ça de, ok, il a fait son podcast avec LeBron, visiblement ils s'entendent bien, du coup il y a un peu un truc qui a été forcé, mais à tout moment en fait, son inexpérience, elle va se sentir très fort, quoi. Ouais, effectivement, il y a un côté un peu, on grille les étapes et on va directement à l'étape finale, alors que généralement, on essaye de passer au moins par des phases de coaching assistant qui permettent un peu de se faire la main et de commencer à juger le coach en question. Et là, c'est vrai que JJ Redick, il a jamais été jugé là-dedans. Donc,
ça pose un peu question, même s'il a été quand même entouré il a quand même été entouré d'un coaching staff, je vais aller rechercher, mais d'un coaching staff assez expérimenté hein, quand même. Oui, effectivement, il y a des assistants de qualité, hein, il y a vraiment des vétérans, mais c'est vrai que en plus du fait que ce soit un coach rookie, il y a un petit côté, bah, tu prends pas n'importe quelle franchise, tu reprends la franchise des Lakers où il y a généralement de grosses ambitions et où on va pas forcément te donner beaucoup de temps pour t'exprimer. On a vu aux Lakers des coachs qui tenaient pas des fois toute la saison, hein, qui étaient débarqués en cours de saison, voire très rapidement. Un exemple qui me vient souvent en tête, c'est Mike Brown, qui avait été dégagé après 7 matchs de pré-saison et je crois 8 matchs de saison régulière. Et effectivement, tu arrives dans une franchise où tu as un LeBron de presque enfin, de 40 ans et des ambitions à court terme. Donc tu sais que c'est pas le genre d'endroit où on va te dire, ok, tu as un groupe qui est jeune, tu vas te faire la main, t'inquiète pas, tu as tout le temps qu'il faut. Là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que ça pouvait du coup créer un petit côté. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ce genre de pari, quoi. Ouais, effectivement, donc les deux gros coachs assistants hein, qui les ont rejoints, c'est Nate McMillan et Scott Brooks, qui sont effectivement des vétérans un peu de la ligue. Je pense que aussi ça répondait à un problème identifié aux Lakers, qui était un problème de gestion de groupe. On sait que les effectifs de LeBron James sont pas les effectifs les plus simples à manager, parce que généralement tu as un peu l'environnement de Clutch Sport en plus qui traîne autour et tu te récupères 2, 3, 4 joueurs qui en fait sont dans le même encadrement. Là c'est le cas hein, avec déjà LeBron James et Anthony Davis. Qui sont tous les deux chez Clutch Sport, sauf erreur de ma part. Il doit y avoir Cam Reddish aussi qui est chez Clutch Sport. Et je serais pas surpris que dans l'effectif, il y en ait encore un ou deux qui traînent. Qui fait que il y a un espèce de rapport de pouvoir en fait au sein des effectifs de LeBron, où en tout cas l'enjeu du management est très important. Et d'ailleurs, on l'a vu à l'époque Cavs, hein, au milieu, où finalement c'est Tyronn Lue qui était coach, qui certes après on l'a vu avec les Clippers, c'était pas si mal, mais qui mettait pas grand chose en place, mais qui par contre avait fait ses armes en tant qu'assistant, mais était certifié en tant que manager d'équipe. Et là, pour le coup, ça fonctionnait très très bien. Et donc, c'est peut-être cet élément-là qui a poussé un peu JJ Redick. Il est certainement validé par l'environnement Clutch Sport et ça permet d'avoir un espèce un peu, tu vois, de pas... Enfin, tu vois, on s'est un peu mis d'accord, quoi, tu vois, sur ces questions d'encadrement, je pense. Je sais pas si y a ça, mais... D'autant que il semblerait quand même que assez clairement ce qui a fait que Darvin Ham a dû partir, hein, c'était vraiment des questions de management et de mécontentement de l'équipe vis-à-vis de ses choix et de ses rotations. Bon, je sais que toi tu n'es pas très chaud sur le cas de Darvin Ham, moi au contraire j'ai plutôt été un défenseur en disant qu'il y avait quand même de bonnes choses. Mais visiblement oui il y a quand même un côté humain où il avait complètement perdu son vestiaire l'année dernière et où on a vu vraiment l'équipe un petit peu se désagréger autour de lui, quoi. Je pense que tu peux toujours réussir à... Enfin, tu t'arrives toujours à trouver du bon dans un coach. Tu vois, il manquerait plus que ça. Il manquerait plus qu'un coach n'ait que du mauvais. Je pense que ça, c'est une perspective qui n'est pas très réaliste de se dire qu'un coach a que du mauvais. Donc, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place qui étaient plutôt fonctionnelles. Je pense notamment autour de l'attaque de cercle, autour de certaines formes de jeu qui n'étaient pas mauvaises. Mais tu vois, je ne sais pas si la base du coaching aujourd'hui en NBA, c'est pas justement du management. Et que de toute façon, si tu coches pas cette case-là, bah... peu importe ce que tu fais, finalement, c'est pas très fonctionnel, tu vois. Et je pense que pour le coup, il y a eu un élément très important dans la difficulté qu'a eu Darvin Ham à cadrer son groupe, c'est à quel point il a cherché des rotations et changé les rôles des gens pendant trop longtemps, je pense, dans les saisons. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est le premier élément qu'a dit JJ Redick en arrivant. On lui a demandé quel sera le 5. Pas d'hésitation, il n'a pas dit on verra, peut-être Max Christie, il a dit on reprend le 5 qui a terminé la saison et en plus en lui donnant de la confiance. Tu vois. Et je pense que ça a été vraiment l'élément problématique avec Darvin Ham. Là où je te rejoins, on va dire, c'est que je pense qu'il y a un truc qui est clair en NBA et je pense en fait qui est vrai dans tous les contextes, c'est que si tu as quelqu'un qui manage une équipe et qui est apprécié de son équipe, c'est beaucoup plus dur de le retirer parce que tu sais que les conséquences, elles sont beaucoup plus délétères. Donc effectivement, si tu as que l'aspect, admettons, tactique, mais que tu as un désamour profond, tu sais qu'il n'y a pas, enfin, il y aura pas d'adhésion et donc forcément tout va se compliquer. Je pense que c'est assez universel et c'est pas juste lié au sport ou au basket. Et en ce point, effectivement, Darvin Ham, il a fait une entrée qui était plutôt réussie aux Lakers, hein, je trouve. Et au final, après, bah, ça s'est délité la saison dernière. Malgré tout, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui fait tout de mal. J'aurais bien un ou deux exemples, mais en l'occurrence, je pense que c'était pas le cas de Ham, quoi. Oui, oui, oui.
Tu vois, une petite anecdote, mais qui je trouve résume bien la façon dont je pense les choses. Un jour, j'ai fait un stage dans le passé plus jeune, on s'en fout, mais et à la fin du stage, j'ai demandé à mon maître de stage comment ça s'était passé, et il m'a dit, tu sais Benjamin, je pense qu'on travaille avec quelqu'un à 50% parce qu'il travaille bien et à 50% parce qu'on l'aime bien. Bon, je sais pas trop ce que ça voulait dire sur la façon dont je t'ai perçu dans, dans ce stage, mais en tout cas, je pense que ça reflète une réalité. C'est tu travailles, tu l'as dit, mais tu travailles avec des gens à 50% parce qu'ils sont performants et à 50% parce que tu les aimes bien et que tu as un bon relationnel avec eux. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, en NBA où tu as plein d'assistants. Tu vois, c'est toujours un truc qui est difficile à juger de qui vient l'idée. Tu vois, moi j'ai toujours ce truc-là avec les Pels où tout le monde, tu vois, encense Borrego. Mais tu sais jamais trop de qui viennent les idées tactiques en fait dans un staff. Nous on n'est pas à l'intérieur. Ça se trouve en fait les assistants dans les formes de jeu ont plus d'importance que le coach. Ce qu'on sait par contre c'est que le rôle du coach c'est de cadrer le groupe. Et c'est vraiment là-dessus où c'est lui qui a la main. Et bon effectivement si ça c'est pas bon bah malheureusement c'est compliqué de faire la suite. Et d'ailleurs je pense que le fait de prendre un novice qui tactiquement n'a rien prouvé traduit aussi ça. Traduit aussi le fait que bah, la NBA, c'est un monde où les idées viennent un peu de partout dans un staff. Par contre, ce qu'on demande au coach, c'est de cadrer l'équipe. Ça, c'est l'élément important, quoi. Ouais, clairement, clairement. Et tu vois, un exemple pour le coup, vu que tu parles souvent des Lakers dans l'ensemble des podcasts, du coup, je vais parler de Denver dans celui des Lakers. Genre, l'exemple de Mike Malone, pour moi, il est assez frappant. C'est que c'est un coach qui, je trouve, tactiquement, soit il a beaucoup évolué, soit il s'est beaucoup mieux entouré au fil des années. Par contre, peu importe ce qui se passe dans la saison, tu sens que le mec, il a tellement un vestiaire qui est réuni autour de lui que, a priori, il peut se planter complètement, il restera, quoi. Bah ouais, tout à fait. Et en plus, tu vois, les profils d'assistants coach qu'on a en NBA, c'est très différent, par exemple, du football, qui, je pense, est en Europe le cadre de référence un peu qu'on a, mais même dans la façon dont les coachs, justement, coachent les jeunes équipes quand on est plus jeune, ou la façon dont est coaché l'Euroleague. En NBA, on voit qu'on a des assistants coachs qui sont parfois des anciens coachs. Qui ont une main énorme en fait sur ce qui se fait. Je vous invite à lire, on en a déjà parlé ici, mais le bouquin Seven Seconds or Less sur la saison des Suns, qui est une espèce de pas d'introspection, mais de partie comment dire, d'immersion, hein, totale. C'est une immersion totale. D'immersion totale dans le coaching staff des Suns de 2006 de mémoire, et on se rend compte à quel point les assistants coachs ont un rôle important, et qu'en fait le rôle de Mike D'Antoni c'est donner une direction et faire des choix. Mais les assistants sont tout aussi importants sur la dimension tactique, quoi, pour le coup. Très bonne pub, excellent bouquin. Je pense que sincèrement, moi je pense que c'est le bouquin, on en avait déjà parlé ensemble, mais on n'en a jamais parlé en podcast. Je pense que c'est le bouquin de basket autour duquel j'ai pris le plus de plaisir. C'est celui-ci. Moi je suis pas très littérature sportive, et effectivement, c'est le seul truc que j'ai dévoré en 2 jours. Et où je me suis dit qu'il faut que tu en parles, il faut que tu écrives dessus, il faut que tu donnes envie aux gens de le lire parce que c'est genre en fait il n'y a pas d'équivalent. Je pense que il y a eu aucune immersion de ce type-là en tout cas dans le monde de la NBA, et celle-là en plus avec l'écriture de Jack McCallum qui est plutôt très très sympa. Ouais, c'est un vrai kiff, et Ouais. tu découvres quelque chose que tu n'imaginais pas. En plus, ça a été traduit en français, donc si jamais vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas, ça se trouve facilement sur Amazon et vous allez vous régaler. Tu vois d'autres choses à dire sur cette arrivée là de JJ Redick ou pas, toi, Jérôme? Bah écoute, je pense que comme transition, on peut dire que si on a eu des doutes et des craintes, là, sur ce qu'on voit sur 4 matchs de pré-saison et 3 matchs de saison régulière, bah, c'est qu'il y a du contenu, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour du management, il arrive avec des idées, et que c'est plutôt intéressant, et que bah, ce début de saison des Lakers, je pense qu'en tant que fan qui s'assume pas des Lakers, tu dois être plutôt enthousiasmé. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes tous les matchs d'une équipe, c'est toujours agréable de savoir qu'il y a des formes de jeu qui sont agréables à voir. La victoire, c'est une chose. Après, tu as des gens qui jurent tout par la victoire. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez attaché au fond parce que voilà, quand tu regardes des matchs, tu as envie de te faire plaisir. Et c'est sûr que les 3 matchs, après, moi, je sais qu'il faut avoir de la mesure avec ça, mais que les 3 matchs, en tout cas, étaient plaisants. Et donc, que ça me donne envie de voir le 4e. Et moi, quand une équipe que je regarde me donne envie de voir le match suivant, bah, je suis satisfait, quoi. Presque au-delà même de victoire-défaite, quoi. Et là, pour le coup, c'est plutôt le cas. Ce qu'on s'est dit, Jérém, c'est si on se faisait un ping-pong, tu sais, un peu comme on a l'habitude de le faire, je pense qu'on s'est tous les deux noté des points chacun de notre côté. Et peut-être que ce qui pourrait être bien, c'est que chacun à notre tour, on s'en prenne un et puis qu'on débatte autour. Ça te va ou pas? Allez, let's go. Eh ben, je te laisse la main pour ton premier point.
Alors, bah, écoute, déjà ce que je voulais dire pour introduire, c'est que on a à la fois de la nouveauté, on va dire, avec Redick, et on a à la fois des choses qu'on pouvait trouver dans le playbook de Darwin Ham, Mm. mais qu'on trouvait, enfin, je trouve, à dose, tu sais, très homéopathique. Il y a souvent des bonnes idées qu'on voit en NBA, et moi, en tout cas, quand je regarde souvent, et je parle pas que des Lakers d'ailleurs, mais il y a des trucs où je me dis, ok, ça c'est génial, c'est une super idée, on le voit pas chez d'autres équipes. Pourquoi tu le fais une fois tous les 2 matchs sur un système ou deux? Et là, du coup, comme j'avais dit, j'allais parler des Nuggets. Je vais partir sur un exemple des Nuggets. Un truc, par exemple, qu'on voit depuis des années à Denver, c'est le pick and roll inversé entre Jamal Murray et Nikola Jokic. Sauf qu'en fait, oui, ça fait partie de l'identité de Denver, mais quand tu y penses, des Jamal Murray qui vient poser un screen pour Jokic, t'en vois un tous les 3 matchs en fait. Et je trouve qu'il y a un peu de ça sur le début de saison des Lakers, c'est qu'il y avait des trucs qu'on avait déjà vus chez Darvin Ham, mais là du coup on a la sensation que en termes de volume, ça va se faire beaucoup plus souvent. Et tu vois par exemple, un exemple qui me vient, c'est bah, on va mettre des écrans pour Anthony Davis. Et en fait on voit qu'il y a une volonté d'utiliser Anthony Davis qui est différente. Et on sent qu'il y a potentiel à ce qu'il y ait plus de volume dans le registre. Autre exemple, c'est le fait que Austin Reeves va être visiblement beaucoup plus utilisé en termes d'usage. Et c'est une des critiques qui avait été faite à Darwin Ham de OK, on a eu une explosion d'Austin Reeves et l'année dernière, on n'a pas eu l'impression qu'il avait pris note de cette explosion et que il allait vraiment l'utiliser à sa juste valeur. Bah, là, on a la sensation sur 3 premiers matchs, OK, que là, c'est implémenté. Austin Reeves va avoir vraiment un rôle majeur dans l'attaque des Lakers. Bah, peut-être on peut partir sur ce premier point qui était moi aussi mon premier point, la question de Austin Reeves. Pour moi, effectivement, sur les 3 matchs, là, la principale différence, enfin, une des principales différences que je vois, c'est le rôle d'Austin Reeves qui, en fait, reprend le rôle de D'Angelo Russell. D'Lo était le deuxième créateur de l'effectif. Alors, ça fait quand même 1 ou 2 ans que LeBron n'est pas le créateur en début de match. Donc, on va dire que D'Lo était le deuxième créateur de l'effectif ou premier créateur de l'effectif. Avec les côtés positifs et négatifs qu'il pouvait avoir. Et effectivement, il y avait une frustration au sein de la Lakers Nation qui était de ne pas voir Austin Reeves plus responsabilisé, ayant l'impression que Austin Reeves était en fait celui qui prenait le rôle un peu de lion pour tout le monde et qui faisait ce qui était nécessaire de faire à ce moment-là du match pour un peu mettre du lion dans l'équipe. Là, effectivement, la perspective est un peu changée. Déjà, j'ai pas regardé dans le détail, mais j'ai l'impression que le temps de jeu de D'Angelo Russell est diminué. En tout cas, le temps de jeu avec les deux en même temps est moins important. Et Austin Reeves devient, c'est le très bonne illustration, c'est contre les Suns, il devient le premier créateur ou le premier créateur derrière LeBron de l'effectif, notamment sur pick and roll, où il est, enfin contre les Suns, c'est impressionnant, il joue tous les pick and roll. Alors, j'ai une petite stat aussi pour donner un peu une idée sur pourquoi c'est plus intéressant d'avoir Austin Reeves que D'Angelo Russell. Alors, j'ai pas la stat des assists, du pourcentage d'assists créés sur les pick and roll, mais déjà, si on regarde les points marqués par le porteur de balle sur les pick and roll, Austin Reeves, il est à 1,05 points par pick and roll tenté, là où D'Angelo Russell est à 0,92. Pour vous donner des points de repère autour de ça, D'Angelo Russell, 0,92, c'est assez bas quand même. On est en dessous d'un point par possession sur le pick and roll quand on choisit de tirer. C'est assez bas, sachant que D'Lo est un joueur de pick qui concentre beaucoup son scoring. Austin Reeves, qui est plutôt un créateur sur le pick, lui, il est à 1,05, qui est bien, mais pas extraordinaire. Mais on attend de voir peut-être avec plus. On va voir avec un rôle différent. Mais par contre, il ajoute à ça une très belle créativité sur le pick and roll. Et donc, c'est un changement qui rend le jeu de pick, qui doit à terme en tout cas rendre le jeu de pick and roll un peu plus performant. Qu'est-ce que t'en as pensé toi justement là, des premières bribes du nouveau rôle d'Austin Reeves? J'ai l'impression que ça répondait quand même à une dynamique d'importance, on va dire, et de qualité de joueur qui était plutôt naturelle. Effectivement, tu le dis, en gros, il prend aussi une partie de ce qui était alloué à D'Lo la saison dernière. Et en fait, dans les faits, effectivement, on a vu qu'Austin Reeves était un joueur qui était, je pense, beaucoup plus efficace que D'Angelo Russell et qui avait aussi des capacités à attaquer le cercle qui étaient finalement supérieures à D'Lo. Et donc, de ce fait, on arrive sur un peu l'idée qui je pense, est celle de cette équipe des Lakers, à savoir que ils veulent créer du chaos par tout le jeu d'écran et toute l'activité qu'ils proposent off-ball, et que dans ce registre, il vaut mieux avoir un joueur qui est capable d'attaquer le cercle. En l'occurrence, Austin Reeves, il remplit beaucoup plus de cases que D'Angelo Russell, qui, je trouve, est du coup dans un rôle de connecteur qui lui va aussi plutôt bien.
C'est-à-dire qu'il profite bien de ces espaces-là et je trouve qu'il fait les bonnes passes, il fait les bonnes extra-passes et ça lui convient mieux, je trouve, que ce créateur un peu premier au relais de LeBron James qu'il avait l'année dernière, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que D'Lo est beaucoup plus dans une attaque du pick and roll par le pull-up, qui est une autre forme de danger, hein, notamment face aux pivots qui vont défendre en drop. Là où Austin Reeves est plus dans une attaque de pick and roll par l'attaque de cercle, justement, qui normalement génère de l'aide, parce que les écrans d'Anthony Davis sont quand même des excellents écrans, donc généralement génère de l'aide. Et le truc, c'est que D'Lo, ce qui le sépare, je pense, tu vois, des top meneurs de pull-up, comme, je sais pas, Trae Young par exemple, qui est infiniment meilleur que D'Lo, hein, c'est qu'il a pas la passe sur le pick and roll. Il l'a un peu, mais il n'est pas du tout élite sur la passe sur le pick and roll. Donc en fait, tu te retrouves dans le cadre d'un joueur qui, dans son style de jeu, est surtout là pour scorer, quoi, quand il est sur le pick. Même s'il peut faire quand même quelques décalages et quelques passes, hein. Austin Reeves, moi je le trouve vraiment très bon, pas juste bon, vraiment très bon dans les lectures de passes sur les drives. Et donc, bah là, ça se voit. Tu passes d'un monde où tu as un joueur qui est là juste pour apporter des points de manière un peu aléatoire à un joueur qui va t'apporter. Je sais que Jérém, on partage cette idée-là, que la valeur la plus sûre du basket, c'est la qualité de passe, qui est celle que tu arrives à transposer face à le plus de défense. Et bien là, tu mets en valeur cette qualité de passe qu'a Austin Reeves, quoi. Ce qui, pour le coup, Bah, un exactement, gros je différence pense maker. qu'aujourd'hui, la valeur la plus inestimable en NBA, c'est la capacité de création, et notamment la capacité de création pour autrui. Et en l'occurrence, on a l'impression que le potentiel d'Austin Reeves, par son style de jeu, est effectivement plus élevé que celui de D'Lo. Et D'Lo, à l'inverse, a un shoot suffisamment bon en fait, pour vivre sur du jeu off-ball, ou en tout cas vivre sur plus de jeux off-ball et sur de l'extra pass. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment, on va le dire et le redire, c'est un échantillon de 3 matchs. On va dire les tendances peuvent s'inverser, les niveaux de confiance et de réussite peuvent s'inverser. Mais le fait est que sur ce qu'on voit là, ça paraît assez cohérent, en tout cas dans la répartition des rôles. Et il en va donc effectivement de la prise un peu de pouvoir d'Austin Reeves, euh, entre autres choses, on va dire. On est quand même avec Austin Reeves, je pense qu'après on va conclure sur ce premier sujet, mais on est quand même avec Austin Reeves sur, moi je trouve, sincèrement, un des plus beaux joueurs, enfin pas un des plus beaux, mais il fait vraiment partie des joueurs très très cool à avoir joué, quoi. Il y a un style de jeu, une façon de créer sur le pick and roll, aussi moi je trouve une envie permanente qui fait que c'est un joueur absolument génial à regarder jouer, quoi. Bah, déjà, en vrai, il y a des skills qui sont quand même assez étonnants. Et à côté de ça, il y a une intelligence de jeu qui fait que bah, c'est agréable. En fait, il y a tout qui est fluide avec ce type de joueur-là. Et effectivement, Austin Reeves, il rentre dans cette catégorie. On pouvait éventuellement se dire, bon, bah, la prochaine étape, c'est d'avoir plus de volume. Bah, on a l'impression que ça y est, cette saison, on va avoir la version où il y a plus de volume de création et donc probablement aussi plus de volume de tir qui vont venir avec, quoi. Il y a eu une petite période sous Darvin Ham où Darvin Ham a essayé de le responsabiliser plus. Mm. C'est dans la saison 2022-2023, qui est sa saison d'explosion. Dans la deuxième partie de saison, il y a eu beaucoup de moments avec des blessures côté Lakers et l'effectif ne faisait que tourner. Et sur quelques matchs, il a essayé de mettre Austin Reeves en premier créateur. C'était pas mal, mais c'est vrai que c'était de tous les rôles qu'il a essayé de lui donner, et je pense que de tous les joueurs de l'effectif, c'est celui qui a vu son rôle le plus bouger. De tous les rôles qu'il a essayé de lui donner, c'était sans doute son rôle le moins fonctionnel. Là, c'était un peu trop parce qu'il se retrouvait face au principal défenseur adverse, et malheureusement, ses faiblesses athlétiques se faisaient un peu sentir. Bon, maintenant, il est 2 ans plus tard, il a peut-être aussi, tu vois, pris de la qualité de lecture, pris de la qualité de qualité tout simplement de jeu sur le pic, et peut-être que cette fois-ci ça va le faire, quoi. Mais juste pour mettre un peu d'eau dans le vin de Darvin Ham, il a quand même essayé de le faire à un moment donné. Moi, ma sensation, c'est que dans tous les rôles d'Austin Reeves, ça avait été celui qui avait été le moins performant, même si il restait quand même intéressant, hein. Mais effectivement, comme tu dis, c'était première année, c'était dans un contexte de blessure, donc avec moins de talent autour. Et je pense que naturellement, vu qu'on avait vu ça et vu qu'on avait vu ces playoffs, on s'était dit que l'année dernière, plutôt, du coup, pour le coup, ça allait suivre et ça allait s'implémenter naturellement. Et une des déceptions qui a beaucoup animé la fanbase des Lakers, c'était on le voit pas et on aimerait le voir. Pourquoi tout mettre sur D'Lo alors que lui, à l'inverse, sortait d'une campagne de playoffs qui était assez désastreuse. Donc c'est vrai qu'il y avait une incompréhension vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, et puis je pense qu'en plus, on peut passer d'ailleurs au rôle sur les arrières, mais je pense qu'en plus, Redick arrive au bon moment à ce niveau-là. C'est-à-dire il arrive 2 ans après l'arrivée de D'Lo, qui depuis 1 an et demi a montré que le rôle qui lui était confié était peut-être un peu trop important. C'est sans doute plus simple de lui faire accepter aujourd'hui que ça ne l'était en début de saison dernière, quoi.
Et à l'inverse, Redick arrive justement avec 2 saisons supplémentaires de NBA et je pense que, bon, on va en parler plus, mais il reprend aussi beaucoup d'idées qui ont été tentées ces dernières années par d'autres coachs. Et entre-temps, il y a eu le Thunder qui a un petit peu ouvert la voie sur le jeu des arrières, sur leur utilisation en tant que poseur d'écran, sur les écrans entre arrières. Et du coup, ça ouvre tout un panel de possibilités qui fait que en fait, tu peux utiliser les deux à côté et ça fonctionne très bien, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai un autre élément, moi, sur le duo Austin Reeves-D'Lo, donc peut-être qu'on peut l'aborder comme ça, ça permettra de le passer. C'est Darvinham avait quand même une façon de fonctionner qui mettait quand même plus l'accent sur l'attaque que la défense. C'est-à-dire que la vision de Darvinham était quand même de multiplier les porteurs de balles offensifs pour sans cesse attaquer le mismatch le plus avantageux et de, on va dire, mettre l'essentiel de la défense sur Anthony Davis, qui devait rendre tout ça viable. Et on l'a vu notamment contre Denver, où je pense que la match-up entre Lakers et Denver est le meilleur exemple de ça, où Jamal Murray, à chaque fois, s'est régalé des écarts créés, parce que justement, beaucoup de minutes avec D'Lo et Austin Reeves, qu'il est capable d'attaquer assez facilement. Alors, ça on verra dans le temps si ça se confirme, mais moi quand même, je sens la volonté de moins mettre D'Lo et Reeves en même temps souvent sur le terrain. On a vu beaucoup déjà de Gabe Vincent et de Max Christie à côté des deux, qui sont clairement des profils plus défensifs. Alors Gabe Vincent, il y a un vrai sujet avec son shoot là, parce que là ça commence à faire 10 mois qu'il en fout pas un, et évidemment il va falloir quand même commencer à les remettre. Pour le coup, Max Christie est un très bon défenseur, il est attendu cette saison pour passer un cap dans un rôle de free and D. Et ça, tu vois, moi c'est un point qui m'intéresse, parce que clairement je pense que c'était pas viable le backcourt D'Lo Reeves sur des temps de jeu trop importants, parce que défensivement je trouve que Reeves n'est pas un mauvais défenseur, mais il peut pas non plus prendre le meilleur attaquant sur le terrain, c'est un peu trop lui demander, et il se retrouvait à devoir le faire. D'Lo pour le coup est un mauvais défenseur on-ball, off-ball, parfois ça va, il a des bonnes mains, mais c'est très léger, et il y a besoin d'un défenseur sur le ballon pour un peu sur le meilleur arrière adverse, pour justement les soulager un peu. Et donc voilà, je trouve que le fait d'avoir ce minutage comme ça, là, moi ça m'intéresse. Max Christie qui clairement n'avait pas de valeur dans les yeux de Darvinham, vu qu'il le faisait pas jouer, quoi. Bon, après c'était un rookie, hein, mais il le faisait pas jouer. Ouais, on va dire qu'on a déjà un peu parlé d'ailleurs en fin de saison dernière, mais je pense qu'il y avait une part de j'ai pas le choix parce que j'ai pas spécialement d'options sur l'aile dans cette équipe des Lakers qui avait énormément de guards des intérieurs, mais pas forcément de très bons ailiers autour de LeBron James. Il y avait le truc que tu avais quand même recruté Gabe Vincent pour apporter un peu cette défense et que Gabe Vincent il a pas joué la saison dernière. Et après, comme tu dis, il y avait Max Christie qui semble être une option, qui va peut-être prouver cette saison qu'il était une option et qui a été un petit peu boudé de manière inattendue pour un coach qui n'avait pas forcément énormément d'options, comme je le disais. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, Gabe Vincent, oui, pour le moment, les shoots, ça rentre pas forcément, mais il a l'air quand même en bien meilleure forme que l'année dernière. Et on sait que c'est à la fois un bon défenseur et à la fois un joueur qui est assez dynamique, assez intelligent. Donc, ça peut aussi très bien faciliter la vie de JJ Redick. En plus de, je fais confiance à Christie et je teste un petit peu Knecht qui vient de débarquer. Sachant que Darvinham a essayé quand même avec Gabe Vincent de le mettre, c'est-à-dire malgré ses problèmes au shoot, il lui a quand même donné du temps de jeu. Donc on sent que Darvinham avait en tête ce problème-là et qu'il voulait essayer de le régler. Parce que je pense aussi il était bien conscient de l'apport qu'avait eu Dennis Schroeder dans le rôle de playoff d'avant. Malheureusement, effectivement, il n'a pas mis dedans, et à un moment donné, je pense que Darvinham s'est dit... Il n'avait pas les jambes. Ouais, pas les jambes, mais je pense qu'à un moment donné, Darvinham, tu vois, il s'est dit... j'ai plus à gagner à miser tout sur l'attaque qu'à mettre un défenseur moyen qui me met pas un tir et qui me fait mal à mon spacing, quoi. Donc ça pouvait aussi s'expliquer, mais en tout cas, voilà, une fois de plus... Redick, on sent qu'il est là-dedans. Là, pour l'instant, Gabe Vincent, il met toujours pas un tir. Bon, ça affecte pas trop ses minutes, quoi. Il joue quand même. 3 matchs. Ouais, là pour le moment c'est 3 matchs. Là où on arrive au truc où en tant que coach, je peux pas te dire, c'est mon début de saison, le mec pendant 2 matchs il rentre pas de tir, je vais le sortir de la rotation, ça a pas de sens. Justement, tu fais du management, donc tu es censé l'accompagner et le mettre en confiance, quoi. Sachant que contre les Kings, où il a vraiment pas mis un tir, il joue quand même que 13 minutes. Donc on retrouve ce truc-là de quand même le temps de jeu qui commence à diminuer pour cette raison-là, mais j'ai du mal à croire, tu vois, que ça dure ce truc-là. Je trouve qu'en fait il a tellement un beau shoot. Son geste est quand même vraiment bon. C'est un joueur qui a toujours plutôt bien shooté.
Alors là, ça fait quand même 8 mois qu'il shoot pas. mais je suis pas trop inquiet, tu vois. Mais il va falloir à un moment donné qu'il montre que ça peut revenir quand même, tu vois. Ouais, moi non plus, mais voilà, je trouve que par rapport à l'année dernière, quand on le voit en fait sur des attaques où on lui offre des opportunités de se montrer, je trouve que dans ses pénétrations, dans ses attaques, genre c'est pas le même joueur que l'année dernière. Donc je suis plutôt optimiste aussi. Faut espérer qu'il n'y ait pas ça mette pas 30 matchs à revenir quoi. Ouais, exactement, ouais. Donc voilà, moi c'était mon deuxième point là sur les extérieurs et sur à la fois le rôle d'Austin Reeves et de D'Lo, et puis sur la volonté de les mettre avec Gabe Vincent et Max Christie ensemble, et plutôt que les mettre trop ensemble tous les deux. Est-ce que toi t'as un autre point? Bah, du coup, vu qu'on est parti sur la question des rôles, peut-être qu'on peut continuer là-dessus avant d'aborder les questions de système. Moi, un autre truc qui m'a marqué, c'est Anthony Davis. Ok. Je trouve que l'utilisation d'Anthony Davis est différente alors, sur plusieurs points. Déjà, on le voit mener beaucoup d'attaques sur le poste haut, ce qui est plutôt intéressant. Il n'y a pas un volume énorme de dribble and off comme beaucoup d'équipes NBA, mais mine de rien, il est utilisé comme tel. Mais surtout, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'en fait, on crée en fait des actions où on veut qu'il se retrouve à 3 points, et il prend des tirs à 3 points. Et pas forcément que dans le corner, mais aussi en tête de raquette. Et on lui donne des opportunités en fait d'aller jouer son 1 contre 1 face au panier. Il est plus juste dans un rôle de je suis un finisseur près du cercle, où je vais jouer sur du mid-range. Mais on l'a vu par exemple contre les Wolves, sur Rudy Gobert, prendre plusieurs step back sur du poste haut. On l'a vu attaquer en 1 contre 1 de loin et de jouer face au panier, donc un peu en triple menace. Et j'ai l'impression que c'est parti pour être à volume beaucoup plus intéressant que ce que proposait Darvin Ham. Je sais pas ce que tu en penses. Bah déjà, la première chose que je pense, c'est que on l'avait vu dans ce rôle-là face à Denver sur le premier tour des playoffs de l'année dernière. Et on avait fait un podcast tous les deux d'ailleurs, on avait été étonnés d'à quel point il était fort sur le face-up face à Jokic, où franchement il avait évolué à un niveau absolument incroyable. Je pense qu'on peut ajouter que AD depuis un an, 10-12 mois, il est dans une forme vraiment exceptionnelle, vraiment extraordinaire. Plaisir. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois, sa saison dernière, elle est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé que ses JO étaient fabuleux, et il est dans cette continuité-là. Donc, on sent qu'on a un joueur qui a énormément de confiance. Et autour de ce joueur qui a énormément de confiance, et bah forcément, on a quelqu'un qui va peut-être un peu moins chercher à se rassurer avec des paniers près du cercle et qui fait un peu plus confiance dans ses skills. Et donc, je suis d'accord avec toi, on le voit un peu plus en face-up dans le prolongement de ce qu'on avait vu la saison dernière, mais c'est vrai que Darvin Ham, c'est pas quelque chose qui mettait trop en avant. Et surtout, là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est le premier élément, l'élément du shoot à 3 points. Darvin Ham avait dit en début de saison dernière qu'il espérait qu'Anthony Davis tire, je crois, 6 tirs à 3 points de moyenne par match. C'était complètement délirant, on savait très bien qu'il le ferait pas. Mais je te rejoins sur l'idée qu'il ne l'a jamais mis dans des positions pour le faire. C'est-à-dire qu'il a essentiellement utilisé sur un peu d'exploitation de mismatch poste bas, mais surtout sur du pick and roll, où il est très très bon d'ailleurs. Enfin, c'était une forme de jeu assez efficace. Là, on le retrouve parfois même en vrai poste 4, en vrai poste 4. On le retrouve à l'utiliser sur du pick and pop, et ça pour le coup avec Darvin Ham on n'en voyait pas du tout. C'est-à-dire qu'on le voyait parfois dans le corner, mais c'était assez rare, mais on ne voyait pas de pick and pop. Et donc, effectivement, c'est l'idée de lui dire, on veut pas simplement que tu prennes des 3 points, c'est on va te mettre dans des situations dynamiques où tu peux prendre des 3 points, et pas simplement dans des bouts de chaîne, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un changement fondamental. Un peu risqué, parce que je suis pas convaincu de la capacité qu'a AD à être efficace comme ça, mais en tout cas, c'est un vrai changement. C'est un vrai changement, et je trouve que il y a une forme de naturel qui vient avec la manière dont l'équipe joue au global, dont on va parler. Et donc tu as envie aussi, j'ai l'impression, de créer des situations où tu sors éventuellement les joueurs adverses de leur zone de confort. Et donc oui, par exemple quand on le voit contre Rudy Gobert, aller prendre un step back contesté à mi-distance, il y a un peu un côté où oui, on va pas uniquement jouer le registre du jeu au poste bas et de la finition sur du pick and roll, enfin en tant que rollman où tu dois aller un peu au alley-oop. On sait que le registre d'Anthony Davis est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait vu les dernières saisons, et ça fait plaisir parce que comme tu dis, en plus il y a un côté où on voit qu'il est en forme, on voit que clairement ça fait longtemps qu'il n'avait pas été en aussi bonne santé, et du coup on va peut-être découvrir aussi tout le panel d'Anthony Davis
quand ça va bien pour lui, quoi. Et je trouve que ce changement, il est plutôt bienvenu et ça va créer aussi un basket un peu plus total où les joueurs sortent de leur rôle et donc il n'y a plus forcément de poste naturel pour les joueurs, quoi. Ouais, et puis je pense que la perspective aussi de fonctionner de cette façon, c'est de changer un peu la forme de spacing des Lakers. Qui était une forme beaucoup, tu vois, sur une espèce de motion de 4 extérieurs, un intérieur, et en fait, c'est surtout l'intérieur qui prend la place. Là, AD, du coup, se retrouve à être mobilisé et donc dangereux sur des zones de mi-distance très loin, voire sur des zones à 3 points, et ça débloque de la cut. On l'a vu, ça débloque aussi du reverse pick and roll avec des petits. On l'a vu avec Max Christie où il a joué un pick comme ça. On a l'action avec Austin Reeves là sur la ligne de fond. Je crois que c'est contre. Je crois d'ailleurs que c'était cette nuit de mémoire contre les Kings où ils font leur jeu et puis Austin Reeves fait une cut et il peut lui délivrer la cut. Ça permet en fait de rendre accessible le cercle à d'autres joueurs que simplement Anthony Davis et LeBron James. Et donc ça a pour but d'apporter de l'attaque de mismatch un peu différemment que simplement par du pick and roll, quoi. Et d'autant que comme effectivement, en dehors de LeBron, t'as pas vraiment de joueur qui est implacable sur le drive, bah du coup, l'ouvrir au cercle, c'est aussi dire à Anthony Davis, tu vas jouer de manière beaucoup plus périphérique. Et j'ai l'impression effectivement que c'est ce vers quoi on se dirige. Et c'est plutôt cool parce que pour des joueurs comme Austin Reeves, D'Lo, Max Christie, etc., qui sont pas forcément des drivers implacables, bah, tu ouvres des cuts, tu ouvres des possibilités de te démarquer autrement, ou tout simplement, tu ouvres le cercle pour attaquer des joueurs plus faibles et pas te retrouver avec en fait le défenseur Anthony Davis qui peut venir en aide, quoi. Ouais, et puis en plus, ils ont dans leur effectif 2-3 très bons joueurs sans ballon, je pense. Les deux que j'ai en tête, c'est Austin Reeves et Rui Hachimura, qui sont des très bons joueurs sans ballon, je trouve, et qui sont vraiment dangereux, tu vois, sur l'attaque de cercle. Pour le coup, Hachimura, lui, il est un peu implacable quand il est proche du cercle, où il est vraiment très fort. Austin Reeves, il peut faire parler un petit peu sa qualité de passe. Et donc, effectivement, ça développe d'autres formes de danger, parce que c'est vrai qu'une des limites qu'il y avait dans le système de jeu des Lakers, qui était très fort pour cibler les mismatchs, c'est qu'il y avait une vraie forme de répétitivité. Et là, on sait que la répétitivité, normalement, les équipes s'adaptent et ça peut être un peu dangereux. Donc, effectivement, ouais, moi aussi, j'ai noté cet aspect là sur le rôle de AD, qui, puisqu'on peut continuer sur les rôles avant d'aller sur les formes de jeu, peut mettre en valeur un autre joueur qui était important la saison dernière. Parce que c'était le backup d'Anthony Davis et on sait qu'il y a un vrai enjeu à cadrer son rôle parce que c'est pas le joueur le plus clever de la NBA, mais par contre il a des qualités, c'est Jackson Hayes. Alors je sais que tu n'aimes pas Jackson Hayes. Non. Et alors, moi la dernière en début de saison, je me dis Jackson Hayes, les Lakers, c'est pas si mal. Et toi tu m'avais dit, je vais être caricatural, mais tu vois, c'est un peu un teuteux. Je m'étais dit, bon, bah, ok, je te fais confiance, on va voir. C'est ce que je pensais. Ouais, c'est clairement ce que je pensais. Et ben un an plus tard, c'est un teuteux. Je confirme que t'avais raison. C'était bien un teuteux. Mais là, pour le coup, alors c'est un teuteux, mais qui a des telles qualités physiques que tu te dis que encadré dans un système qui lui correspond, il y a quelque chose à en faire. Il y a quelque chose à en faire. Et effectivement, on voit que le rôle est en train d'essayer d'être cadré. J'ai l'impression que là, c'est très compliqué après 3 matchs d'en dire quelque chose. Je ne vais pas inventer des choses qui n'ont pas été vues. Mais je trouve que son rôle est assez cadré et que ça a l'air d'être assez clair pour lui ce qu'on lui demande de faire. Déjà, il a pas mal de minutes avec Anthony Davis. Ce qui, je pense, le soulage un peu défensivement. Parce que je pense que porter la défense tout seul, pour lui, c'est un peu compliqué. Donc, être avec Anthony Davis et donc être plus dans un rôle de complément défensif. Et bah là, pour le coup, on retrouve vraiment ses qualités d'explosivité quand il se rapproche du cercle en défense, de longueur. Et là, c'est intéressant. Et offensivement, il a une qualité, c'est qu'il court, quoi. Enfin, là, pour le coup, on est quand même vraiment sur un mec de 2,15 qui cavale et qui peut t'apporter ce jeu en transition. Et on y reviendra peut-être après, mais les Lakers aiment bien attaquer les débuts des postes. Et je trouve que là-dedans, il est pas si intéressant que ça, même si pour l'instant, c'est surtout en défense que son rôle est cadré. Ouais, en fait, tout, c'est qu'effectivement, en défense, c'est pour ça que Jackson Hayes est toujours en NBA à la base, hein, c'est parce que le potentiel physique, comme tu dis, est tellement impressionnant que à la base, on s'est dit que c'est sûr que ce joueur allait avoir une carrière, et à commencer par sa période de Pelicans, quand tu le vois arriver, tu te dis, bon, bah, c'est génial, il est mobile quand même, il a une verticalité qui est absolument incroyable, il est long, il est agile, donc tu te dis, ok, ce mec-là, il est censé exploser. Bon, il fait plusieurs saisons de Pelicans où vraiment il n'y a rien à en tirer, et effectivement. Oui, c'est pas le cul basket du siècle, hein, pour être. Voilà. Mais il y a aussi le truc de, ok, un joueur comme ça, dans un système où il y a beaucoup de read and react, comment aussi tu l'impliques? Et c'est là-dessus que je pense qu'il y a deux challenges, hein. C'est qu'il y a effectivement
le rendre, on va dire, à la hauteur des attentes défensivement, et puis en même temps que ce soit pas un boulet offensivement. Et là, bon, c'est que 3 matchs, donc c'est difficile à dire, mais je l'ai trouvé étonnant des deux côtés du terrain. Défensivement, c'est pas si mauvais, et offensivement, je me suis dit, ok, c'est pas non plus un boulet pour ces systèmes-là qui s'enchaînent. Je l'ai trouvé assez réactif et il a pas l'air trop perdu, alors que je m'attendais vraiment à le voir complètement à la ramasse, vu ce que demande JJ Redick à ses joueurs actuellement, quoi. Ouais, et puis tu vois, il y a un truc qui pour moi trompe pas, c'est on l'a vu remonter des ballons. C'est une bêtise, hein, mais on l'a vu remonter des ballons et lancer les attaques. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on voyait jamais avec lui. Et tu vois, pour moi, ça traduit un élément de langage en fait avec le joueur qui est de lui dire, en fait, tu lui dis pas comme ça, mais j'ai pas confiance en toi. Dès que t'as la balle, tu la donnes à ton meneur et puis il avance. Là, c'est l'inverse. On dit, tout le monde pousse et ça, je pense qu'on va revenir dessus parce que c'est un élément intéressant de leur jeu. C'est ils poussent et ils lui disent, non, mais c'est bon, tu peux remonter la balle, tu peux la monter. Ils lui font confiance, quoi, en fait. Tu sens qu'ils lui font confiance et qu'il est pas simplement là pour aller taper dans les minutes où AD est pas là, tu vois. Et je pense qu'aussi le fait de le mettre dans des minutes avec AD lui donne cette sensation qui c'est pas simplement un bouche-trou, tu vois. Il est pas simplement là pour remplir un temps vide. Et donc, ouais, en tout cas, on sent qu'il joue en confiance. Franchement, on sent qu'il joue en confiance. Moi, je trouve ça assez visible, tu vois. Non, non, effectivement, moi aussi je me suis noté, tiens, c'est pas si mal ce début de saison de Ice. Alors ça peut vite retomber, mais en tout cas, le niveau de concentration qu'il montre, c'était le genre de niveau de concentration que je n'imaginais pas chez lui. Et effectivement, peut-être que les années passent et que il voit beaucoup de répétitions en NBA et que ça y est, en fait, il commence un petit peu à assimiler tout ça et à être moins perdu sur le terrain et probablement qu'il est aussi bien cadré par les différentes coachs de l'équipe, quoi. Je m'étais noté une stat qui m'a un peu étonné. Je suis allé regarder le on-off Davis-Jackson Hayes, c'est-à-dire à quoi ressemble l'offensive rating et le defensive rating quand il y a Jackson Hayes et pas Anthony Davis, et quand il y a Anthony Davis et pas Jackson Hayes la saison dernière. En fait, j'étais assez étonné. En défense, on est à peine à 2 points de plus encaissés pour 100 possessions, tu vois. Donc, en fait, là où, tu vois, par exemple, quand on prend le cas de Rudy Gobert, quand Nasrid rentre, tu vois, t'as un delta qui se creuse. Ah non, je crois qu'en fait, il était pas si important que ça. Non, c'est le delta quand il se creuse, c'est avec Karl Anthony Towns en pivot, pardon. C'est pas avec Nasrid. Donc, Ouais, avec les deux. Avec les deux, il me semble, quand on en a parlé. ouais. Mais, Donc il y avait un delta avec tout le monde, hein. Ouais. ouais. Et là, il y est pas. Il y est pas tant que ça, tu vois. 2 points, c'est parfaitement acceptable. Alors oui, il affronte il est pas là quand les gros pivots sont en face. Et effectivement, c'est des minutes de bouche-trou un peu, mais voilà. J'étais étonné de voir ça. Donc, ce qui a dû leur dire aussi, en fait, il est viable, quoi. L'enjeu maintenant, c'est de le rendre un peu plus que viable, c'est d'en faire un élément vraiment positif. Est-ce que tu as un autre point, toi? En tout cas, au niveau des rôles et des rotations, non, moi, comme je te dis, c'était un peu mon Eh ben, j'en ai un point. dernier, moi, sur les rôles. Au moins un, voilà. Ouais. Avant qu'on passe à la partie tactique. Non, mais moi, le dernier rôle que je vois un peu différent, même si la transition avait été entamée, c'est le rôle de LeBron. Qui, pour le coup, n'est plus. Enfin. Là j'ai l'impression qu'on commence à rentrer dans la partie de carrière de LeBron où le rôle d'initiation de jeu est vraiment très choisi, quoi. Tu vois, le match contre les Suns, je vous invite à le revoir, mais est un très bon exemple de ça. Vraiment, l'initiateur principal, c'est clairement Austin Reeves. Faudrait regarder, mais je serais même pas surpris que en nombre de ballons touchés, en nombre de dribbles posés, Austin Reeves soit devant LeBron, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il est plus dans une logique. Il prend clairement à son compte le début des 4e quart-temps, ce qu'il a toujours aimé faire, mais ses premières mi-temps sont assez discrètes, et il est dans un rôle de connecteur, scoreur, défenseur. En fait, on sent clairement qu'il garde son énergie pour les fins de match. on le sent Je pense clairement. que c'est ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est le scénario idéal pour LeBron, déjà depuis plusieurs années, et on en parlait depuis plusieurs années en disant que le problème de LeBron, et notamment au moment arrivé des playoffs, c'est que s'il devait porter l'équipe en termes de création sur tout un match, il en était plus capable, et souvent il finissait soit il faisait pas les efforts en début de match et il se gardait pour la fin, mais le problème c'est que tu avais un retard à rattraper, soit à l'inverse, voilà, il se réservait, il fallait finir fort, mais comme il avait déjà un peu trop porté avant, il était cramé dans les deuxièmes mi-temps. Donc Denver étant le match-up contre Denver étant le meilleur exemple de ça. Hein. Oui, oui, clairement, mais aussi parce que c'est des séries qui étaient effectivement un peu plus disputées, mais je pense qu'on l'aurait vu avant si les séries avaient été plus accrochées. Mais oui, contre Denver, on l'a vu cramer, notamment il y a 2 ans, où même s'il fait je crois que c'est le match 4, où il fait un très gros début de match, Ouais. il finit quasiment à 35 30 points la points à première mi-temps. mi-temps. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, il n'y a plus de LeBron pendant quasiment 18 minutes, quoi, et qu'il ressurgit un petit peu dans le dernier
dans le Money Time, mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. En tout cas, Denver a commencé à prendre le pas. Donc oui, je suis d'accord. Et là, on voit qu'en tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, il a un rôle différent. Et parmi les rôles que je trouve absolument génial, c'est LeBron poseur d'écran qui joue le rollman et qui, du coup, en tant que finisseur, il est tellement puissant et tellement toujours explosif malgré les années que en fait, ça rapporte des points et ça lui demande beaucoup moins d'efforts que d'être initiateur et de devoir à chaque fois créer l'écart par lui-même, quoi. Évidemment, la stat que je vais vous donner ne veut pas dire grand-chose. Donc, avant de vous exciter, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais LeBron est à 27 d'usage sur ces 3 matchs, ce qui correspond à son plus bas en carrière. Ça veut rien dire, mais voilà, juste pour donner l'info, ce qui traduit un peu à minima ce qu'on a vu sur les 3 premiers matchs. En tout cas, je trouve que le match contre les Kings et contre les Suns est vraiment l'illustration de ça. Contre les Suns, le moment où il prend le match en main est assez court. Contre les Kings, c'est un peu plus long. Mais parce qu'il a un vrai il a un coup de chaud qui fait pas rire. Ouais, il y a un gros coup de chaud. Il a un coup de chaud qui fait pas. Je crois qu'il met 16 points en 3 minutes, je crois que c'est au début du 4e quart-temps. Ouais, et puis même dans le 3e, tu sens qu'à un moment donné, on sort hors système et que c'est beaucoup de transition et que le LeBron, il s'éclate, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça se voit dès le 3e quart-temps où il y a beaucoup moins de système et il y a beaucoup plus de LeBron qui part tout seul et qui va chercher le contact et qui va chercher ses points, quoi. Oui, on sent sur la fin du 3e, on sent que le début du 4e peut être dangereux. On sent que le début du 4e, il peut être assez dangereux. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Donc moi, sur les rôles, je réfléchis, mais... alors après, il y a un dernier élément, mais je sais pas, peut-être toi, ça fait un peu partie des rôles, mais peut-être que pour toi, il est plus tactique. Non, il est plus tactique. C'était sur les rebonds offensifs qui, je trouve, change un peu le rôle de certains, mais je pense qu'on peut peut-être l'aborder si étant la question des rebonds offensifs, tant qu'à faire. Oui, vas-y. Je l'avais pour moi, c'est tout simplement le principal, pas le principal, mais le changement le plus visible, le plus simple à voir. C'est que ça y est, les Lakers jouent enfin le rebond offensif, ce qu'ils ne faisaient pas du tout sous Darvin Ham. Désormais, on change la façon de voir cette question-là. Donc, ils étaient, juste pour rappel, c'était la 29e équipe au nombre de rebonds offensifs, au pourcentage de rebonds offensifs pris la saison dernière. Donc, clairement, c'est une équipe qui joue pas le rebond. Hein. Ça se traduisait par, en fait, ils voulaient assurer le repli défensif. Généralement, on fait un peu le choix entre les deux. Soit on assure le repli défensif, soit on joue le rebond offensif. Darvin Ham avait une logique de plutôt assurer le repli défensif, quitte à laisser tomber le rebond offensif. Ce qui était correspondant avec le fait qu'ils attaquaient beaucoup le cercle et que quand on attaque beaucoup le cercle, c'est pas l'endroit où on génère le plus de rebonds offensifs. Normalement, c'est plutôt sur les tirs à 3 points on arrive à générer du rebond offensif. Bref, en tout cas, clairement, les Lakers décident cette fois-ci d'attaquer le rebond offensif sur une façon qui ressemble un peu, je trouve, à la façon dont procèdent les Knicks, avec beaucoup d'attaques du rebond offensif par les extérieurs. Et les 2 principaux joueurs qu'on voit là-dessus, c'est Rui Hachimura et Austin Reeves. Et je dois quand même, il y a Max Christie aussi qui le joue beaucoup, mais je dois quand même reconnaître que quand on voit Rui Hachimura et Austin Reeves jouer le rebond offensif, ça a l'air assez évident qu'il faut leur faire jouer le rebond offensif, tant ils sont pour l'un malin, pour l'autre athlétique. Donc Reeves malin, Rui athlétique, et que c'est fonctionnel, quoi. Ouais, après Rui, c'est vrai que tu peux un peu le considérer comme un intérieur parce que il démarre un petit peu comme tel aux côtés d'Anthony Davis. Austin Reeves, Max Christie, effectivement, on voit, et surtout chez Austin Reeves, où il y a un sens du placement qui est certain, et on sent qu'il choisit bien les moments où il faut être agressif et se jeter, donc ça fonctionne. À voir s'il y a un côté un peu, entre guillemets, épidémique, où tous vont s'y mettre, et où on va avoir une façon de jouer un peu à la Knicks, où ça devient un truc qui est complètement identitaire et tout le monde en fait va chercher sa part au rebond. Mais oui, en tout cas, c'est un des tournants qu'on voit. Il y a un peu plus de volonté de jouer le jeu de la possession, quitte à s'exposer un peu plus à la petite foire, quoi. Ouais, effectivement. Et tu vois, je trouve ça assez cohérent avec leur envie de jouer. Et je pense que tu vas aller dans le détail dessus, mais leur envie de jouer un peu plus en périphérie, avec AD un peu plus loin, quoi. Tu vois, de libérer cet accès où tu peux y aller lancer, et on sait que quand tu vas au rebond offensif lancer, tu as beaucoup plus de chances de le récupérer que si tu es sur une forme de jeu un peu à l'arrêt, tu vois. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé ça très cool. Et tu vois, en tant que allez là, je prends ma casquette fan des Lakers, c'est tellement agréable. Tu vois, c'est tellement un truc agréable à voir, ton équipe qui se bat sur le rebond offensif et qui y va. Ça donne un peu le côté positif de la dimension poulet sans tête, tu vois.
Là où parfois, tu as le côté négatif. Là, tu te dis, ah, c'est bien. S'il y a bien un endroit où je suis d'accord pour vous posiez votre cerveau et vous y alliez comme des teuteux, c'est bien le robot offensif, quoi. Donc, t'as dit fan des Lakers, hein. Tu as noté. Non, allez, c'est vrai que je me surprends à certains moments à kiffer. Donc, ça doit ressembler. Mais tu vois, par exemple, moi, dans le match d'hier, je vois les Kings. J'aime tellement regarder jouer les Kings. Non, c'est pas vrai, mon cœur balance pas du tout. Non, clairement, j'étais pour les Lakers. Allez, je te laisse la main pour un autre point plus tactique. Ok. Bah alors, du coup, déjà, moi, ce que j'aime dans ce qu'on trouve chez cette équipe version JJ Redick, c'est la notion de flow et de rythme. Le premier truc qui m'a marqué, c'est que, ok, tu mets en place un set, l'attaque, en fait, elle est faite pour être tout le temps en recherche on va dire, de création de système. Et donc, quand tu vois qu'il y a un premier système qui met en place, qui fonctionne pas, la balle, elle change de côté et immédiatement, tu as déjà un écran qui arrive, tu as déjà un autre système qui se met en place. Et ce que je trouve intéressant chez ces Lakers-là, c'est qu'il n'y a pas un côté où, ok, si notre attaque, elle n'a pas marché, c'est pas grave, on ressort, on attend quelques secondes et on remet un pic et on repart. Là, il y a vraiment une notion de, ok, dès que la balle est partie de la main d'un joueur et que le système n'est pas réussi à aller au bout, bah, il y a déjà un autre truc qui est lancé. Et du coup, ça donne une attaque qui est tout le temps en mouvement et où tout le monde est impliqué parce qu'en fait, tout le monde peut devenir à un moment donné ou poseur d'écran ou créateur. Et comme on disait au début, ça va un petit peu dans la tendance actuelle qui est portée un peu par OKC. Et ça correspond un peu à cette idée que bah, Redick et ses assistants, ils sont allés prendre un petit peu ce qui leur semblait être le meilleur chez tout le monde. Et là-dessus, je trouve que à la fois OKC et les Kings sont de très bons exemples de on reset pas l'attaque, on crée juste autre chose et on part dessus de suite. Quoi. Effectivement, il y a la volonté de créer du mouvement permanent. Et ouais, non, mais je trouve ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très marqué notamment sur le début des postes, où ils attaquent vraiment le début des postes, que ça soit par de la cut, que ça soit par du end-off. Ils aiment bien effectivement faire du end-off. Et effectivement, il y a cette dimension quand un play n'a pas marché, on en relance un tout de suite. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, dans les équipes de LeBron, n'existe jamais. Dans les équipes de LeBron, généralement, quand le play ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? On donne la balle à LeBron, il reste 12 secondes, il pose le jeu, il joue le pick and roll. Là, pour l'instant, alors ça, j'attends quand même de voir dans le temps si ça se confirme parce que c'est quand même on est quand même dans de la très forte tendance chez LeBron d'aimer reprendre ces ballons-là pour avoir un peu plus de contrôle et puis il peut se le permettre. Hein. On est quand même sur un espèce de master du pick and roll, donc il peut se le permettre. Mais effectivement, pour l'instant, on ne ressent pas cette dimension-là et on a cette envie d'avoir du mouvement permanent. Mais tu vois, moi, dans le prolongement, je suis vraiment agréablement surpris par cette envie là d'attaquer les débuts de poste qui sont souvent un peu en fer à cheval pour ouvrir les cuts. Et on joue les cuts ou on joue ce que tu as décrit avant, les faux pics, enfin les reverse pics avec un grand qui est à la balle, le petit qui pose l'écran. Mais on cherche vraiment à attaquer ces débuts de poste. Donc ouais, tout à fait. Moi, j'ai remarqué ce point-là et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, j'ai l'impression, et là aussi, ça peut changer parce que je trouve que... Alors, petite parenthèse, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux temps. Il y a vraiment le début de match où ils sont vraiment dans des systèmes permanents. Et souvent, quand les matchs s'emballent, et ça a été le cas contre les Kings, il y a moins de systèmes et il y a beaucoup plus d'actions un petit peu personnelles. Mais à voir si ça se confirme. Mais en tout cas, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins de pick and roll assez classique. Et ça vient justement du fait que, bah, en fait, tu renvoies pas la balle à LeBron en disant, vas-y, maintenant, fais un pick and roll avec Anthony Davis parce que le set qu'on a créé, il n'a pas fonctionné. Non, là, de suite, bah, en fait, peu importe, ça bascule à D'Lo, ça bascule à Austin Reeves, ça bascule à Anthony Davis qui va lancer un dribble hand-off. Et il y a toujours quelque chose qui est en cours. Et effectivement, bah, on est sur cette attaque avec beaucoup de flow, beaucoup de rythme. Et donc, où les responsabilités aussi sont plus partagées et jouent sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de créateurs secondaires de qualité dans cette équipe des Lakers. Sachant qu'on sait que le style de jeu où quand un play n'a pas marché, tu arrêtes le temps et tu rejoues ton pick and roll, il faut être vraiment très très fort pour qu'il soit rentable. Tu vois, on a le cas, tu vois, on peut prendre, je pense, ce cas-là, on a deux cas. On a le cas Anthony Edwards et on a le cas Luka Doncic, qui ont un peu tous les deux cette tendance-là à arrêter le jeu quand la balle revient dans leurs mains pour poser et jouer. Tu vois. Quand on est sur le cas d'Anthony Edwards, moi je trouve typiquement que son manque de qualité de lecture, quand bien même il a fait des progrès, son manque de qualité de lecture est très pénalisant là-dessus. Il est très très pénalisant et en fait sur ces séquences-là, bah, tu as une rentabilité du play qui est assez basse. Sur le cas de Luka Doncic, tu as une qualité de playmaking exceptionnelle, donc ça rend cette forme de jeu là rentable. N'en reste que
Pour autant, les Mavs n'ont pas une des meilleures attaques de la ligue, quoi, tu vois. Mais par contre, c'est très transposable dans plein de situations. La grande force du pick and roll, c'est qu'elle peut être jouée contre toutes les défenses. Donc quand tu as un master du pick and roll, ben, en fait, peu importe la défense qui est en face, ça devrait être fonctionnel. Le truc, c'est que... Clairement. Ouais, Pardon. ce que j'allais dire, c'est que le truc, tu vois, c'est que du coup, ça demande un niveau de maîtrise du pick and roll pour que ça soit rentable qui est très important. Et qu'en fait, le seul qui a ce niveau de maîtrise du pick and roll, tu vois, on fait la boucle, mais suffisamment bonne pour être rentable dans cette équipe, c'est LeBron James. Et que LeBron James, il a 40 ans, donc il peut pas l'assurer sur des temps trop longs, en fait. Donc, tu es obligé de trouver autre chose. Oui, et puis que le pick and roll, c'est pas non plus, dans la NBA actuelle, clairement, le play le plus rentable, hein, c'est un des moins rentables. Et du coup, si tu peux te sortir de ce carcan-là, tu le fais parce que, comme tu dis, tu as les deux cas que tu as présentés avant. C'est tu as le cas Anthony Edwards où, bah, effectivement, il faudrait arriver à faire mieux. Et tu as le cas Luka Doncic où tu as l'impression que si il arrêtait pas le jeu, ce serait mieux. Mais malgré tout, il est tellement fort que c'est difficile de lui en vouloir. Mais on a un peu la sensation au Mavs, c'est que d'un côté, tu as Kyrie qui sait justement profiter en fait de l'espace qui a été créé avant, ou en tout cas attaquer directement et utiliser l'espace, alors que Luka Doncic, bah, comme l'espace lui suffit pas, il se dit ok, je repars de zéro et de toute façon je suis tellement fort, je vais y arriver. N'empêche que s'il faisait autre chose, tant ce serait mieux quoi. Et du coup les Lakers, bah, ils sont clairement dans ce calcul-là de bah, on va pas se dire on retourne vers LeBron. D'autant que, comme on l'a dit au début, il y a quand même une volonté, je pense, de l'économiser et de le sortir de ce rôle de créateur primaire. Donc, c'est tout à fait logique qu'on enchaîne. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que ça demande aux joueurs d'être très concentrés et d'être quand même bien coordonnés pour que, quand la balle bascule, il y ait automatiquement les joueurs qui sachent ce qu'ils vont créer derrière et qu'il n'y ait pas de moment d'hésitation. Sinon, bah, le risque, c'est que ça s'arrête à nouveau ou qu'il y ait une perte de balle. Et là-dessus, pour le moment, les Lakers, moi, je les trouve assez impressionnants parce que bah, ça fait que 3 matchs, justement, quoi. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la forme de jeu a l'air assez maîtrisée alors qu'elle ne dure que depuis 3 matchs. Je pense qu'il y a un autre élément intéressant dans cette forme d'attaque pour eux, qui peut être une plus-value à terme pour eux, c'est que souvent, face à cette forme d'attaque, la réponse défensive la plus évidente, c'est de faire du full switch. Parce qu'en fait, le mouvement se génère, au bout d'un moment, tu commences à avoir du retard, et si tu fais pas du full switch, tu risques d'être dans une situation où en fait tu vas laisser un drive et c'est exactement ce que tu veux pas laisser. C'est exactement ce que cette forme d'attaque veut créer, c'est du drive et c'est exactement ce que tu veux pas laisser. Donc souvent la réponse c'est de faire du full switch. Et là où les Lakers sont intéressants par exemple à l'inverse de Dallas, c'est que les Lakers ils ont quand même une panoplie de bons attaquants qui est quand même assez impressionnante. Et notamment d'attaquants capables d'aller attaquer le mismatch, et Darvin Ham avait tout basé là-dessus, qui est assez impressionnante. D'Lo est tout à fait capable d'attaquer des mismatchs, même si je pense que c'est pas le meilleur sur de l'attaque de mismatch, mais Austin Reeves est capable, LeBron James n'en parlons pas, Anthony Davis n'en parlons pas, et celui qui complète le 5, c'est Rui Hachimura, qui n'a pas que... Enfin, moi je le trouve très bon Rui Hachimura, mais il n'a pas que des qualités, mais s'il y en a bien une qu'il a, c'est qu'il est très fort sur l'attaque du mismatch pour le coup. Notamment des petits, parce qu'il est puissant, qu'il a un bon mid, qu'il est très bon dans l'attaque de cercle. Et donc je pense que cette attaque-là peut leur permettre de générer ça, et donc de la rendre viable. Et pourquoi c'est important de la rendre viable? Parce que je suis quand même assez convaincu que c'est une forme d'attaque qui n'est pas la plus intuitive pour les joueurs, qui souvent sortent de cursus où en fait ils ont beaucoup eu la balle entre les mains, ils sont dans une méta qui est quand même beaucoup une méta de pick and roll où ton plus fort joueur a la balle. Et je trouve que pour faire cette transition-là, il est nécessaire de montrer sa qualité, quoi. Sinon, souvent, ce qui se passe, c'est que on réduit, et on finit sur du pick and roll. CF au KC les 2 dernières années en playoff, où ça finit sur du pick and roll, alors que c'est pas leur forme de jeu à la base, quoi. C'est ça. Mais alors, je trouve qu'effectivement, la contrepartie, c'est que quand tu commences à arriver à avoir une maîtrise de ce style de jeu-là, bah, si elle n'est pas naturelle pour les attaquants à la base, elle ne l'est pas non plus pour les défenseurs. C'est-à-dire que la philosophie, je trouve, d'une attaque comme celle des Lakers, c'est en fait de créer plein de micro-décisions pour les défenseurs. C'est-à-dire que d'un coup, tu vas avoir 2 joueurs qui vont poser des écrans pour un porteur de ballon. Tu as des joueurs qui vont se retrouver à défendre, par exemple, un joueur qui est sur Anthony Davis, à se retrouver au large parce qu'il est poste haut et qu'il y a un joueur avant le dribble end-off qui a obtenu un écran. Et du coup, en fait, les défenses, elles vont être dans cette position permanente de OK, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que je monte sur l'écran? Est-ce que je dois switcher? Est-ce que je dois laisser le jeu se dérouler et attendre que ce soit mon big qui vienne couvrir? Et en fait, même s'ils font pas forcément d'erreurs, vraiment de grosses erreurs qui font qu'un joueur va se retrouver seul, mine de rien, il va y avoir plein de petites microsecondes d'hésitation et en fait, répéter sur plusieurs sets dans un même play ou même sur un seul,
bah, en fait, ces petites décisions, elles créent des hésitations. Et c'est ce qui fait que tu vas te retrouver avec suffisamment d'avance pour obtenir un tir de qualité, pour avoir un drive ou pour avoir au moins suffisamment d'avance pour, on va dire, te détacher d'un joueur. Et c'est très marqué, je trouve, dans ce début de saison des Lakers. Et je trouve que là où c'était intéressant, c'est qu'ils sont tombés sur les Wolves dès le premier match, qui est clairement la meilleure défense de la saison dernière, et où on a vu des joueurs qui, quand ils étaient en train de sortir un play pour la première fois, bah, ils faisaient vraiment des grosses erreurs et ça obtenait des tirs ouverts. Et l'avantage aussi d'une attaque comme celle des Lakers, c'est qu'en fait, par exemple, ils font beaucoup de zoom action, ils font beaucoup de horns. Et en fait, c'est des actions, et on va en parler un peu plus en détail après, mais pour la philosophie, c'est que si tu les joues 3 fois d'affilée, en fait, tu peux changer un détail dans l'attaque qui fait que bah, tout à l'heure, tu t'es fait avoir. Donc tu t'adaptes pas te faire avoir, mais en fait, bah, le joueur, il y a un des joueurs ou plusieurs joueurs qui peuvent faire quelque chose de différent à un moment donné. Et du coup, ça va créer une attaque complètement différente. Et là-dessus, je trouve que bah, quand tu as plein de joueurs qui arrivent à se rassembler autour d'un système comme ça, le champ des possibles est énorme. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, dans un podcast qu'on avait fait avec Thomas Pennelier, qui est l'assistant coach du Paris Basket, il nous avait dit que on lui avait posé la question quel était l'endroit selon lui dans le monde où il était le plus intéressant de regarder du basket d'un point de vue tactique, et il nous disait que c'était la NCAA selon lui, parce que en fait il y a tellement d'équipes et que les coachs de toute façon ont la main quoi qu'il arrive, qu'en fait c'est l'endroit où on teste le plus de formes de jeu. Et donc lui il trouvait que c'est en NCAA qu'on arrive à repérer les futures formes de jeu. Et il y a un coach il y a un coach qui a essayé de développer cette forme de jeu-là, qui est double champion universitaire, c'est Dan Hurley, qui est le coach de Connecticut, que les Lakers voulaient recruter, et qui pour le coup a développé une attaque qui ressemble à ça, avec un mouvement permanent. Et pour le coup, clairement, Connecticut a remporté ses titres grâce à son attaque qui était excessivement fonctionnelle, quand bien même elle n'avait pas de très forts porteurs de balles ou de très forts joueurs. Et elle avait un autre apport, c'est qu'elle se conjugue très bien avec les équipes qui n'ont pas des très très forts shooters, mais qui ont des shooters ok, des porteurs de balles ok, mais tu vois, qui n'ont pas un gars, tu vois, enfin des joueurs élites là-dedans, donc des joueurs polyvalents en fait, voilà ça. Elle se transpose très bien à la polyvalence, et pour le coup, les Lakers sont clairement un effectif qui est dans la polyvalence, pour le coup. C'est ça, exactement. Et du coup, oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une multiplicité des options et il n'y a pas énormément de systèmes à connaître en fait. Par exemple, quand tu fais un horns, alors pour expliquer pour ceux à qui ça parle pas, bon, l'idée c'est qu'il y a un porteur de balle qui va arriver au milieu de terrain et l'attaque va se disposer un peu en forme de corne, c'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs dans les corners et il y a 2 joueurs qui vont être en tête de peinture. Et en fait, admettons que par exemple LeBron arrive du coup en porteur de ballon, s'il décale sur la gauche, il peut très bien partir à droite et avoir par exemple Austin Reeves qui vient mettre un écran et lui ensuite couper vers le cercle. Mais l'attaque d'après, si ça a fonctionné, Austin Reeves peut très bien faire semblant de mettre un écran, mais en fait faire un ghost screen et en fait partir lui à 3 points et se retrouver ouvert parce que la défense se sera adaptée et en fait aura voulu couper l'espace pour LeBron et donc ça va créer cette micro-hésitation dont on parlait où le joueur va se dire attends, est-ce que je dois sortir sur Austin Reeves du coup ou est-ce que je dois suivre LeBron et en fait ça suffit pour avoir un tir à 3 points ouvert. Et donc il y a cette philosophie-là et il y a un truc, j'ai l'impression, qui se fait pas trop souvent. Mais du coup, on a vu les Lakers des fois faire une attaque et refaire exactement le même système la fois d'après. Et je sais pas, alors, moi je suis un peu un nerd des jeux de stratégie. Et il y a un truc, par exemple, quand tu joues 2 fois un même joueur, c'est que si ce que tu as fait avant ça a marché, bah, pourquoi tu le refais pas? Et en l'occurrence, bah, les Lakers, ils peuvent très bien, comme le Thunder, être dans cette forme d'état d'esprit de bah, je vais reproduire des trucs qui ont marché et puis je vais laisser en fait, les défenseurs essayer de s'adapter à ce qu'on a fait sans forcément moi faire beaucoup d'efforts, quoi. Et puis c'est des systèmes de lecture où généralement tu essayes d'ouvrir 2 ou 3 options. Et donc pour les jouer, il faut des porteurs de balles qui ont pour le coup une bonne compréhension du jeu. Ou même globalement même des joueurs, parce que même les joueurs sans ballon, il faut qu'ils aient une bonne compréhension du jeu. Ok, Jackson Hayes ne rentre pas complètement là-dedans, mais enfin, Austin Reeves, D'Lo, LeBron James, même Gabe Vincent, Anthony Davis. Moi, Rui Hachimura, je trouve que c'est un joueur qui lit plutôt bien les espaces. Ils ont les joueurs pour jouer ce jeu-là. Donc tu as décrit le horn, les zoom action, c'est des formes de dribble and off, hein. C'est du main à main sur des doubles screens qui permettent effectivement de créer un peu des écarts naturels. Et effectivement, ils ont... correspond à l'idée que bah, y a pas en dehors de LeBron de joueurs qui vont créer facilement d'espace et donc du coup tu leur
rajoute un petit bonus, et notamment pour des mecs comme Gabe Vincent, ça peut être pratique pour aller au drive, quoi. Bah, le main à main, c'est le main à main lancé, donc les zoom action, c'est quand même un truc un peu magique, quoi. C'est-à-dire que tu crées de la. Enfin, le porteur de balle peut récupérer le ballon. Enfin, peut prendre de la vitesse sans ballon. Et tu vas forcément plus vite sans ballon qu'avec ballon. Donc si tu t'es créé de la vitesse sans ballon, il y a de fortes chances pour que tu arrives plus vite dans ta séquence suivante que si tu dois prendre de la vitesse avec ballon. La contrepartie, c'est qu'il faut que ta qualité de lecture soit plus importante parce que tout se passe plus vite. Mais là, pour le coup, ils ont les joueurs pour le faire et donc, effectivement, ils tentent de le faire. Ouais, non, mais clairement. Et tu vois, on s'était dit avant le podcast, je veux reprendre cette analogie parce que je trouve qu'elle marche bien avec ce que tentent de faire les Lakers. Tu sais, parfois, on a dans les jeux vidéo, il y a un jeu qui sort et on se dit, oh, ce jeu, il a pas grand-chose d'exceptionnel, mais il reprend que des bonnes idées de partout. Et il essaye de les appliquer. Mais franchement, c'est exactement la sensation que j'ai avec JJ Redick. C'est là pour l'instant les Lakers, c'est en gros tous les trucs un peu modernes qu'on voit depuis un an, il a tout repris et puis il les fout un peu à droite à gauche et il essaye d'en faire un patchwork cohérent, quoi, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Bah, c'est ça. Et en vrai, c'est parfaitement cohérent. La NBA a toujours été quand même une ligue qui a tendance à copier ce qui fonctionne, ce qui est logique en soi. Et pourtant, on voit des équipes des fois qui paraissent un petit peu datées dans la manière de jouer. Et on comprend pas pourquoi, alors qu'on voit des systèmes innovants qui se créent, tu vas pas reprendre au même volume ou à plus haut volume ce qui est fait ailleurs et ce qui fonctionne. Donc effectivement, si Redick c'est la voie qu'il a choisie et on dirait que c'est la voie qu'il a choisie, bah franchement bien joué à lui, quoi. C'est Eric Roy qui est entraîneur de. Je confonds toujours Reims et. Je crois que c'est le Stade de Reims de mémoire. Non, c'est Brest. Qui est entraîneur de Brest en Ligue 1. Qui était un coach auparavant, donc là je parle de foot, hein, qui a été coach de Nice et qui après a fait 3 ans où il était consultant chez Beansport, donc il commentait les matchs. Et il a fait et donc l'année dernière Brest a fait une super saison, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions alors que ça a toujours été un coach, on va dire, un moyen, quoi. Et il a fait une interview et en fait il expliquait que selon lui il a jamais autant progressé qu'en tant que depuis qu'il avait fait commentateur, en fait. Il dit le fait d'avoir été consultant foot pendant 3 ans, ça m'a fait énormément progresser parce qu'en fait tu regardes beaucoup plus de matchs qu'un coach traditionnel et tu vois ce qui est fait, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins et en fait ça alimente tes idées. Et donc lui il estimait que ça l'avait fait énormément progresser. Et JJ Redick, c'était normal d'avoir 15 000 questions, et il faut encore en avoir, il n'y a rien de réglé là, hein. Enfin on verra bien avec le temps. Mais pour le coup on sait qu'il a fait ce truc là, quoi, de regarder énormément de matchs et de décortiquer. Et probablement qu'un coach, quand il est coach, c'est un peu plus compliqué de regarder autant de matchs et de décortiquer ce qui se passe, donc de faire évoluer ses idées, d'avoir des idées modernes. Et là clairement on sent qu'il vient avec des idées modernes, quoi. Après, tu es censé avoir des assistants pour ça, donc c'est un peu honteux aussi de ne pas avoir fait ce travail, ou en tout cas de ne pas s'être entouré de gens pour le faire pour toi, à minima. Oui, et puis ça marche pour Eric Roy, ça n'a pas marché pour Doc Rivers. Donc, donc ça peut marcher pour l'un et pas marcher Rivers, pour... bon, on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'évolution pour le coup dans le playbook, quoi. Non, c'est sûr. Et puis tu sais, t'as des coachs, quand t'entends Mark Jackson commenter pour ESPN, tu sens qu'il est pas en train d'essayer de choper des idées, hein. Il faut du cœur, il faut y mettre du cœur dans ce qu'on fait. Tu vois, il est pas là en train d'essayer de décrypter. JJ Redick, clairement, était sur un profil de consultant qui était dans le décryptage permanent. Tu vois, j'ai un autre exemple dans le prolongement de ce que tu dis. Moi, effectivement, il y a un truc que j'aime bien, c'est il est prêt à spammer des plays tant qu'ils fonctionnent, mais même s'ils fonctionnent pas, à partir du moment où il considère que ça crée du jeu, tu vois. Moi, je m'étais noté un point. Si tu vois, il y a pas mal de minutes, comme je te l'ai dit, où tu n'as pas D'Lo et Austin Reeves en même temps. Je pense qu'il y a même des minutes où tu n'as que Austin Reeves, D'Lo ou LeBron, où je suis même pas sûr qu'il y ait 2 des 3. Et donc il essaye de créer du jeu différemment. Et je trouve qu'une autre façon par laquelle il essaye de créer du jeu, c'est les systèmes pour les shooters. C'est les systèmes pour les shooters où il essaye de créer du jeu comme ça. Et donc, pour cette raison-là, ils ont pris un shooter dont on sent bien qu'on est sur le top du panier des shooters de système, c'est Dalton Connect. Qui pour le coup c'est intégré dans le jeu à une vitesse qui est assez incroyable. On dirait, moi je trouve quand on le voit en jeu, on dirait qu'il est dans l'effectif des Lakers depuis 2-3 ans, quoi. Et typiquement, ouais, pareil. Ouais. Pardon. Non, mais typiquement, tu vois, je trouve que dans le cas de Dalton Connect, quand il rentre, c'est vraiment comme JJ Redick à l'époque, hein. C'est-à-dire que tous les plays sont pour lui, hein. Et tu vois, tu pourrais être dans un truc de dire en fait on lui a fait un système. Là ils lui font à chaque fois ce système là sorti en tête de raquette. Il prend le 3 points. Et puis après, on s'arrête là parce qu'il a mis son 3 points. Et il joue pas ça. Non, il le continue. Il continue. Il se dit que ce play ou les plays pour Dalton Connect créent du jeu. Et là, pour le coup, c'est logique, vu le joueur qui était JJ Redick, c'est logique qu'il ait la conviction que ces plays-là créent du jeu.
Mais il les spam, et il les multiplie, et effectivement, ça crée du jeu. Et en plus, comme derrière, il joue le rebond offensif, bah, il se dit au pire, on va essayer de cracher le rebond offensif et d'en récupérer quelque chose, quoi, tu vois. C'est ça. Et comme il y a beaucoup d'activités off-ball, pareil, Knecht, en fait, il a beaucoup d'opportunités parce que des fois, il peut très bien avoir un screen qui a été fait pour lui, mais des fois, dans un autre système, en fait, c'est lui qui va être le screener. Et du coup, le chaos que ça va créer fait qu'il va se retrouver ouvert. Et par rapport au fait qu'il est déjà très impliqué, il y a un truc qui m'a marqué dans les premiers matchs, c'est le fait que tu vois régulièrement que LeBron, il le place en fait. Il lui montre, ok, va plutôt là-bas, va plutôt là. Et effectivement, dans ce rôle un peu de maestro, LeBron est très bon parce que tu sens que, oui, le joueur est jeune et il vient d'arriver, mais voilà, t'as la volonté collective et ça fait partie du playbook de dire que quand il est sur le terrain, on va lui donner en fait plusieurs actions, quitte à lui dire, ok, t'es pas au bon endroit. Là, il y a un autre système qui se joue, donc il faut que tu bouges, quoi. Et ça marche plutôt très bien pour le moment. Il a été très bon. Et ça va, ouais, dans ce jeu permanent de je fais des écrans, j'en reçois. Tu es screener, mais tu vas avoir un screen pour aller t'ouvrir quelque chose. Et Knecht et Reeves sont très impliqués là-dedans et ça marche très bien, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un rookie qui se pose aussi peu de questions, hein. Il y a vraiment. Il a quel âge Ah, et c'est un faux rookie, il a 23 ans Ouais, de mémoire. on est d'accord. C'est un faux rookie, mais dire, je pense que ça peut être un sujet derrière. Mais il se pose aucune question, hein. C'est vraiment position de shoot, il n'y a pas de question, je shoot. Il n'y a aucune hésitation, il tire. Et d'ailleurs, je trouve ça super que, tu vois, j'ai aucun doute en fait sur sa capacité à faire une bonne saison. Je suis convaincu qu'il va faire une bonne saison. Enfin, je vois absolument pas comment ça pourrait ne pas marcher. Et je trouve ça super cool qu'après Rémi Raquez Jr. l'année dernière, qui a fait l'ensemble de son cursus en université, que tu aies un joueur comme Dalton Connect qui arrive une deuxième année et qui fasse, voilà, je vais me projeter, dans le cas où il fait une bonne saison, qu'il fasse lui aussi une bonne saison et que ça remette de la valeur sur ces joueurs, tu vois, qui font leur cursus en entier, parce que en fait la réalité de la draft, c'est que tu as bien 10 équipes qui sont bien plus partantes pour prendre un joueur confirmé que pour prendre un jeune. Et aujourd'hui on a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent à la draft en se disant on va parier sur mon potentiel, quand bien même mon potentiel n'est pas non plus énorme. Et en fait, ils finissent au second tour alors qu'ils auraient peut-être plus intérêt à faire 4 ans à la fac et arriver prêts en fait. Et là, peut-être qu'une équipe comme les Lakers ou comme Denver va se dire en fait, je te prends parce que tu peux m'apporter tout de suite, quoi. Bon, c'est une petite aparté, hein, mais je trouve cool. Oui, oui. Après, je pense qu'il y a des raisons financières qui font que en fait, on se rend compte que quand tu es plus jeune, on considère que tu as du potentiel, donc que ça a plus de valeur. Et donc, des équipes qui sont sur, on va dire, de loterie ou même plus haut vont te choisir par rapport à ça. Et il y a une logique financière de quand tu es pris en 10, tu es plus payé que quand tu es pris en 25. Et donc, je pense que ça doit justifier aussi ce côté, il faut vite aller en NBA, plus éventuellement à la peur de se dire, mais si un jour je me blesse gravement et que ma cote s'effondre, tant je ne jouerai jamais en NBA et je me serai privé de 4 ans de salaire. Donc, je pense qu'il y a des trucs comme ça qui font que quand tu fais un cursus long, c'est qu'au fond, tu n'aurais pas été drafté ou tu n'aurais pas été drafté haut si tu étais parti directement. Il y a aucun draft. doute, tu vois, j'ai aucun doute sur le fait que des joueurs qui peuvent réussir à être hauts ont raison de faire ça. Je pensais plutôt, tu vois, à des joueurs qui, en fait, sont un peu dans la balance pour être en fin de premier tour, deuxième tour. Peut-être qu'en fait, tu as plus intérêt à faire 2-3 ans. Mais là, par contre, tu as complètement raison, c'est qu'il y a l'argument financier qui fait qu'il y a plus d'intérêt dans NBA. Mais on rappelle que ça a un peu changé, parce que sauf faire de ma part, maintenant, NCA, ils ont un salaire. Mais ouais. C'est pas le même. C'est pas le même. Effectivement, c'est pas le même. Mais en NCAA, non, je peux pas finir cette phrase. Alors, ensuite, est-ce que tu vois un autre point qui te paraît important? Non, écoute, moi je pense que dans la philosophie, c'est ça. Il y a beaucoup de systèmes qu'on pourrait décrire, et comme je te disais en off, le problème c'est qu'il y a ça dont je ne connais pas le nom, ou je n'arrive pas à le retenir plus de 20 minutes, donc j'ai déjà oublié entre il y a 1 heure quand je préparais le podcast et maintenant. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, je pense que c'est cette vraie dynamique d'ensemble où il y a beaucoup de read and react. Où tout le monde peut être poseur d'écran ou à la fois bénéficier d'un écran, où les systèmes s'adaptent en cours de route et peuvent être changés par le simple mouvement d'un joueur qui va être différent. Le but, c'est de créer du chaos dans la défense adverse et ça fonctionne bien. Je trouve que les Lakers sont pour le moment, sur ce qu'on a vu en pré-saison et en saison régulière, très plaisants à voir jouer. J'ai vu des extraits de pré-saison et j'ai vu tous les matchs de régulière et c'est vraiment très sympa. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, on pouvait avoir des doutes sur JJ Redick parce que son parcours et parce qu'il était podcasteur il n'y a pas si longtemps et maintenant il est head coach des Lakers, qui est une équipe avec une haute pression. Mais ça fonctionne. Peut-être qu'on pourrait ajouter par contre quel est, on va dire, les risques avec ce type d'attaque.
ce qui permettrait aussi d'imaginer des matchs plus compliqués pour les Lakers, parce que pour le moment tout est beau, tout est rose, mais il peut y avoir quand même des désavantages à d'offense Il y a peut-être totale. un dernier point juste sur la défense, mais Vas-y. très rapidement. Sur la défense, on est aussi un peu plus, j'ai l'impression, dans du read and react. On a perdu la dimension full drop, deep drop d'Anthony Davis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. On accepte de switcher de temps en temps et on a du Anthony Davis en poste 4 aussi. Maintenant, de temps en temps, ce qui n'arrivait jamais pour le coup avec Darvin Ham. Et là, pour le coup, on peut pas le reprocher à Darvin Ham. C'est ce qu'on a toujours demandé, c'est d'avoir Anthony Davis qu'en poste 5 parce qu'en poste 4, ça n'a jamais vraiment marché. On verra s'il y arrive lui. Pas forcément convaincu d'ailleurs par la paire Eyes Davis en termes d'optimisation à la fois offensive et défensive. Donc on verra. Mais tu vois, là où c'est intéressant, Mais, c'est qu'il le fait que sur des séquences. Il l'a fait à chaque fois sur les 3 matchs. Mais les séquences sont très très courtes. C'est très 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 court, court, c'est ouais. 3 minutes, tu vois. J'ai l'impression que c'est le moment où il relance un peu Jackson Hayes dans la deuxième mi-temps, où il lui met 3 minutes ensemble, comme pour lancer Jackson Hayes. Et après, Anthony Davis sort et Jackson Hayes doit se démerder désormais tout seul, quoi, tu vois. C'est ça. Mais effectivement, par rapport à ta question du drop, ouais, j'étais étonné, notamment. Alors, parce qu'il y a des match-ups, comme on disait en off, qui font que le full drop, c'est pas évident. Par exemple, quand tu as Sabonis et que tu es censé t'occuper de Sabonis, c'est compliqué d'être en bas de raquette parce qu'il crée tout son jeu poste haut. Mais par contre, par exemple, contre les Wolves, c'est vrai qu'on aurait pu le voir un petit peu dans ce registre-là, notamment quand il était opposé à Gobert. Et c'est vrai que des fois, on le voyait au large et on le voit un peu switcher. À voir si c'est tenable toute la saison, mais c'est vrai que c'était notable, même si c'est, je trouve, pour le coup, difficile à ce stade de savoir comment vont défendre les Lakers sur 82 matchs. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est dur de se projeter trop dans le temps. Alors, toi, tu dis, il y a 2-3 éléments limitants là-dessus et tu aimerais te projeter un petit peu. Alors, je t'écoute. Disons que c'est juste en fait que j'avais une notion de prérequis et de risque qui venait avec ce type d'attaque. Bon, le premier, on en a déjà parlé, c'était l'idée qu'il faut des bons decision makers et qu'il y a une notion d'adhésion collective en fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir des joueurs qui cassent le flow offensif en se mettant à faire des actions plus personnelles. Ou si il y a des joueurs qui le font, il faut que ce soit LeBron James parce que lui, il a le droit. Mais il faut pas qu'il y ait des joueurs qui se mettent à prendre le jeu à leur compte ou qui se mettent à chaque fois qu'ils reçoivent la balle un petit peu à ne pas arriver à suivre l'action. Donc il faut, comme je disais, des bons decision makers et il faut des joueurs qui aient envie de jouer dans ce registre-là. Et c'est par rapport à ce qu'on disait au début où le management est important, il faut que tout le monde y trouve son compte. Donc par exemple la question de D'Angelo Russell qui était sur, on va dire, un rôle plus important l'année dernière, ou en tout cas qui correspondait plus à son poste, il faut que lui, par exemple, qu'il soit vraiment à fond dans sa adhésion et qu'il y trouve son compte. Donc voilà, ça peut faire partie des choses. Et on a vu notamment, par exemple, LeBron James avoir des coups de chaud et un petit peu sortir des systèmes dans les deuxièmes mi-temps. Il ne faut pas qu'il le fasse dans des matchs où au contraire ça ne rentre pas parce qu'il va sûrement sortir les autres de leur match en même temps qu'il se sort lui-même, quoi. Effectivement, il y a la capacité à faire accepter l'ensemble du projet à tous. Moi, je pense que autour de D'Angelo Russell, alors je sais pas si tu voulais parler dans l'ensemble ou des joueurs spécifiquement, je repars sur les joueurs spécifiquement. Dans le cas de D'Angelo Russell, tu vois, il a été habitué à être mis de côté quand ça fonctionne pas. Donc, je pense qu'il est prêt à accepter cet élément-là à partir du moment où son rôle reste important et reste majeur. Je pense que la vraie question qu'il y a autour de D'Lo, c'est son remplaçant. Et c'est pour ça que les Lakers avaient du mal à le mettre sur le côté. Pour le coup, quand il y avait Dennis Schroeder, le problème se posait pas, tu vois. Et on a eu des séquences où Dennis Schroeder avait les minutes, ils étaient bien ensemble, hein, il y a 2 ans, je dis pas de conneries, hein, ouais. Où Dennis Schroeder finissait les matchs, tu vois, quand il défend sur Curry, etc., et D'Lo était pour le coup sur le banc. Donc le vrai sujet, c'est qui est derrière, parce que on sait qu'Austin Reeves, il a du mal à assumer ce rôle de meneur principal. Il peut le faire sur des courtes séquences, mais pas trop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. La Lakers Nation, elle a beaucoup dit la saison dernière et considérait beaucoup que beaucoup de choses se jouaient autour de Gabe Vincent. Parce que elle sait très bien ce qu'elle doit à Dennis Schroeder dans le run de playoff d'il y a 2 ans et que Gabe Vincent doit reprendre ce rôle-là. Donc je pense que le truc autour de D'Lo, c'est quelle est la capacité qu'a JJ Redick à remettre Gabe Vincent dans des bonnes dispositions pour justement arriver en sorte qu'il n'ait pas j'arrive pas à finir ma phrase, qu'il n'ait pas de manière obligatoire besoin de D'Lo, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, effectivement, moi je le voyais d'un point de vue individuel, et d'un point de vue individuel, là,
Dans l'équipe actuelle, celui qui me semblait le plus ciblable là-dessus, c'était Dilo, parce qu'il y a le plus de questions. Mais dans une saison, il y a toujours des blessures. Ça veut dire que les joueurs qui sont dans le fond de la rotation, il faut qu'ils puissent jouer dans ce système-là. On en parlait avec Jackson Hayes, on pouvait avoir des questions. Est-ce que Jackson Hayes, en fait, dans ce système qui demande autant de read and react, il va s'en sortir? Je pense que la question, il n'y a pas encore répondu aujourd'hui. On a juste une bonne impression sur le début de saison. Mais mine de rien, le niveau de concentration demandé est quand même assez élevé. Donc voilà, et il faut que effectivement, bah, les joueurs que tu fasses sortir dans le fond du banc, ils arrivent à adhérer à ce truc-là et à pas le faire dérailler. Et là-dessus, la question se pose, et d'autant qu'un des risques, je pense, de ce type de jeu-là, c'est que quand il y a des joueurs qui n'arrivent pas à suivre, tu as beaucoup d'incompréhension, tu as beaucoup de pertes de balles. Par exemple, quid de est-ce qu'on veut réinsérer Jared Vanderbilt à un moment donné? Est-ce que Vanderbilt, dans ce type d'attaque-là, en fait, il va trouver son compte et il va s'en sortir? Je pense que c'est quand même un joueur plutôt intelligent, mais on peut toujours se poser la question, quoi. Bah effectivement, moi ça faisait partie des questions aussi restantes. Je sais pas si on voit pas Vanderbilt parce qu'il est blessé aussi, parce que c'est un choix du coach. Je regarde en même temps, parce que là pour le coup Bonne question. j'ai un petit doute. On sait que autour de Vanderbilt, il y a deux parties dans la carrière de Jared Vanderbilt. Je compte pas le temps à Denver, je compte juste. Je regarde là, je suis désolé, je regarde en même temps. Ouais, je crois qu'il était blessé, mais il était plutôt attendu qu'il soit à 100% pour la reprise. Donc il aurait dû être disponible, donc peut-être qu'il n'a pas été mobilisé. Pour moi, il y a deux parties dans la carrière de Jared Vanderbilt. Défensivement, il n'y a pas de débat, hein. Je pense Quand que... il attaque et quand il défend, quoi. Alors, j'allais dire deux parties dans l'attaque, dans l'histoire en carrière de l'attaque de Jared Vanderbilt. Là, on commence à être précis. Je pense qu'en défense, il n'y a jamais eu de sujet. On est sur un défenseur. Enfin, je sais pas comment toi tu le caractérises. Moi, je pense qu'on est dans l'élite de l'élite. Je pense défensivement. Capable de défendre des postes 1, on l'a vu sur Steph Curry, jusqu'à des postes 4 ou des petits 5. Excellent dans les rotations, excellent sur l'homme, donc tu as tout intérêt à le rendre viable offensivement parce que son apport défensif est à ce point bon que tu as tout intérêt à le rendre viable offensivement. Moi je trouve qu'il y a une première partie de la carrière de Vanderbilt avec Minnesota, et là je pense qu'on peut toucher un truc intéressant, où en fait il était viable offensivement. Pourquoi? Parce que Karl Anthony Towns arrivait à jouer un peu loin du cercle et que sa qualité de passe lui permettait de trouver Jared Vanderbilt. Et c'est là où il a fait toute sa valeur en fait, où sa cote est montée, où sa valeur est montée, parce qu'en fait offensivement on ne voyait pas les problèmes. Dans le jeu de Darvin Ham, deuxième partie de carrière, là pour le coup on a vraiment vu les problèmes et il n'était pas viable. Et justement dans un jeu où la raquette était bouchée par les drives de LeBron, par la présence dans la raquette d'Anthony Davis, voire les drives d'Austin Reeves, et ben en fait il ne trouvait pas son espace parce que son shoot est vraiment très mauvais et que son ball handling est vraiment très mauvais. Le seul truc qui lui reste à Vando, c'est les cuts. Et c'est viable d'avoir du jeu de cuts si tu joues 18-20 minutes. Tu vois, là, on fait un peu le lien avec ce qu'on a exprimé avant, tu vois, du style de jeu de Redick. Le style de jeu de Redick semble pouvoir être compatible avec l'intégration de Vanderbilt. À peu près, en tout cas, avec la mise à distance du cercle d'Anthony Davis. Reste la partie Read and React, où là, bon, ça peut être un peu compliqué. Mais en vrai, je sais pas. Tu vois, pour le coup, j'ai pas non plus une image très négative de son decision making en attaque. Je pense qu'on n'a pas vu grand-chose, mais en tout cas, c'est pas comme Ice où je me dis, ok, Ice, il part de très loin en la matière. J'aurais plus confiance en Jared Vanderbilt pour se fondre là-dedans. Effectivement, il peut rien créer balle en main par son dribble. Par les cuts, on sait que c'est pas un souci parce qu'il est bon là-dessus. Mais sur le decision making, c'est un point d'interrogation, mais j'ai pas forcément d'avis négatif sur la question, quoi. Effectivement, la seule certitude qu'on a, c'est que si tu le mets sur le terrain sans projet offensif pour lui, tu vas le payer trop cher. On l'avait vu avec Darvin Ham qui était ça en fait, hein. Il le mettait sur le terrain sans projet offensif. Donc en gros, il était dans le corner et il prenait les 3 points ouverts. Et en gros, on lui laissait 3 points, on voit s'il les met dedans ou pas. Puis s'il les met pas dedans, on le sort. Et puis s'il les met, ben Inch'Allah, et on continue. Tu sais que tu as besoin d'un projet offensif pour le rendre viable. Est-ce que pour toi d'ailleurs, on est sur un joueur à ce point bon en défense pour te dire, allez, je crée une forme de jeu où il est viable. Enfin, tu vois, je fais peut-être quelques concessions pour qu'il soit viable parce que en fait, sur 15 minutes, son apport défensif est trop important, quoi. Tu vois, un peu comme on l'a avec Jonathan Isaac, même si maintenant il a chopé un peu un shoot, mais comme on a pu l'avoir avec Jonathan Isaac, tu vois, à un moment donné. Bah, je pense que dans l'idée, oui, en fait, on l'a vu tellement game changer, notamment en playoff, dans certaines séries où tu as l'impression que quand il est sur le terrain, il peut vraiment genre, détruire la contribution d'un joueur ou se fondre à ce point bien dans la défense collective que quand il est là et quand il n'est pas là, ça me paraît cohérent de se dire bah, j'aimerais bien au moins 15 minutes, 20 minutes par match pouvoir utiliser ce joueur-là et donc essayer de mettre en place des choses pour qu'il soit utilisable dans l'attaque. Et il n'y a pas besoin de faire énormément de choses pour ça parce que effectivement, c'est qu'un tiers du match ou moins que tu vas l'utiliser.
Maintenant, effectivement, si tu veux l'avoir 30 minutes sur le terrain, là, c'est autre chose parce que je pense que ça demande trop d'adaptation et trop de contorsion de la part du coaching staff, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai la même vision que toi, donc je vais pas reprendre. J'ajoute juste que je suis assez convaincu que des mauvais shooters, si tu arrives à commencer en leur donnant une cut ou deux cuts, t'as plus de chances que les shoots d'après rentrent que si tu leur fais rentrer en leur disant t'es dans le corner, Inch'Allah tu les mets, et que tout le monde te laisse tout seul. Et où en fait t'as une espèce de pression maximale sur ton tir où tu dis je le mets, je reste sur le terrain, je le mets pas, je sors et on me voit plus quoi. Oui, puis on sait que les coachs adverses vont faire le choix de, bon, écoute, on va prendre le pari qui va pas les mettre parce que c'est ce qui va produire le plus souvent du temps et on va utiliser notre pivot pour faire du roaming, tu vois, c'est le problème, c'est que même s'il les met, bah, le match d'après, tu vas pas t'adapter parce que tu respectes pas son tir, quoi. Exactement. Et du coup ça lui met une énorme pression sur les épaules et qui je pense peut affecter son adresse Il aide pas, extérieure. ouais. Et peut affecter son adresse extérieure derrière. D'accord. Sur les rôles, tu as dit, tu avais pris le rôle de LeBron, juste rapidement, pour te donner mon avis hein, sur ce qu'il est capable de se fier à ce rôle-là. Ouais, je crois qu'il ne faut pas attendre des merveilles de LeBron James sur l'adaptation de rôle. Hein. On sait comment ça fonctionne avec LeBron. Si ça tourne, il accepte à peu près tous les rôles. Si ça tourne pas, c'est à sa sauce. On sait comment ça Oui, non, fonctionne. bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est les avantages et les inconvénients d'avoir LeBron James, quoi. Je sais que c'est toujours bien la première saison et que c'est après que ça peut se compliquer. Donc là, c'est la première saison, a priori, ça va le faire. Il y en aura peut-être plus qu'une, hein, en plus. Il y a quand même 40 piges, Pépère, fin Non, décembre. on a Hein. 3-4 ans devant nous. Encore 3-4 ans sur les Tranquille. légendes. Tu sais, ça m'a fait penser à cette pub, mais cette pub qu'avait fait Bleacher Report il y a quelques années, quand on était au 4e Warriors Cavs, où tu sais, ils avaient fait les années passant, on reste sur des Warriors Cavs et t'avais 2030 LeBron James, puis au bout d'un moment, ça commençait à être des clones de LeBron. Je crois que l'année 2025, c'était LeBron avec un bras métallique. Et en gros, il disait il y a une polémique Il n'y a autour pas de. besoin. Et ben, en fait, il n'y a même Pas besoin, il sera encore là. En fait, il sera encore là. Peut-être pas en finale, mais il sera encore là. Peut-être en conclusion, Jérém, est-ce que. C'est terrible, là on est vraiment dans les conclusions hâtives. Est-ce que ces 3 premiers matchs t'ont fait un peu revoir tes attentes sur la saison des Lakers? En fait, le truc, c'est que pour moi, ils auraient dû être plus haut l'année dernière, déjà. Pour moi, c'était une équipe qui ne devait pas passer par le play-in, donc j'estime que c'est toujours pas une équipe qui doit passer par le play-in. Après, le truc, c'est que là, on est sur une période où, autant tu vois, on avait parlé des Kings il y a 2 ans, où on se disait, ils ont fini troisième, mais la conférence Ouest, elle avait jamais été aussi faible. Là, depuis l'année dernière, on est revenu sur la conférence Ouest où tu peux avoir 50 victoires et te retrouver septième. Donc c'est vrai que non, j'ai pas de nouvelles attentes. Pour moi, ils doivent toujours pas passer par le play-in, mais le fait est que il suffit d'une blessure ou il suffit d'une équipe qui revienne dans le game. Tu vois, par exemple, l'année dernière, il n'y avait pas Memphis, mais là, Memphis pourrait très bien revenir. Bah, tu peux faire une aussi bonne saison ou une meilleure saison que l'année dernière et te retrouver quand même septième. Donc non, pas spécialement. Pas spécialement. Je pense que. On conserve cette idée. Je pense que tout l'enjeu des Lakers, c'est tout ce que peut proposer. Le maximum que peut proposer les Lakers, c'est vraiment cet aspect de. On n'a pas envie de vous jouer en playoff parce que ça a l'air super chiant de vous jouer en playoff. Et derrière ça, il y a un petit truc de. Il faut que les match-ups leur soient favorables pour pouvoir un peu justement voir venir. Donc en fait, on parle de leur potentiel quand on dit ça. Et donc, ces premiers matchs donnent l'impression qu'ils ont une meilleure capacité à atteindre. Ils ont une plus grande chance d'atteindre le maximum de leur potentiel qu'ils ne l'avaient l'année dernière. À ce stade, moi, je m'en arrête là. Je m'arrête là. Bah, de toute façon, l'objectif de votre saison, c'est pas croiser Denver, non? Ah, franchement, maintenant, si on peut éviter de croiser OKC, ça serait pas mal aussi. Parce que là, ça commence à C'est tout devenir le monde, ça. compliqué. Ouais, OKC, c'est tout le monde, ouais. Ouais, c'est clair. Ah ouais, il commence à avoir beaucoup de mailles. En plus, je rappelle quand même qu'OKC a le premier tour des Clippers de cette saison. Moi, le projet Cooper Flag à OKC, je le vois gros comme une maison. Hein. En vrai, là, pour la blague, oui, mais dans les faits, je pense que les Clippers seront devant un paquet d'équipes quand même bien pourries, quoi. Bon, t'as une équipe comme Atlanta l'année dernière qui a récupéré le first pick en étant 11e. Hein. Oui, certes. Mais bon, ils sont à l'Est, donc bon. Ouais, mais bon, ils avaient un bilan, ils ont de la chance à la loterie, quoi. Tu vois c'est une question de la chance à la loterie. Je rappelle. Oui, non, bien sûr. Je crois qu'en plus, ils ont encore Chicago l'année dernière, parce que je crois que le pic de Chicago est protégé, donc il y a des trucs comme ça, bref. Non, mais je voulais faire un article là-dessus, en plus, il y a quelques jours, en me disant... Qu'est-ce qui nous reste bah, Qu'est-ce qui reste habituez-vous Non, mais c'était plutôt habituez-vous à ce qu'ils soient là, parce que là, avec ce qu'ils ont fait pendant des années, en fait, ils peuvent être là jusqu'en 2032, quoi. Ah ouais, là, je pense que ça peut durer un peu, ouais. Je pense qu'il peut même avoir un départ de Shai, ils seront toujours là. Je pense avec tout ce qui se dessine. C'est ça. Jérém, est-ce que tu vois des points qu'on n'aurait pas abordés qui méritent d'y prendre encore un peu de temps, ou est-ce qu'on peut se conclure là-dessus?
Non, écoute, je crois que pour une fois, on n'a pas fait un podcast de 2 heures. Je pense que c'est pas toujours plus mal. Puis c'est un début de saison, donc il n'y a pas non plus 50 matchs à revoir. Mais en tout cas, écoutez, ça a l'air bien parti pour ces Lakers. Et puis, bien joué à JJ Redick. Écoute, on fera le minutage final. Je pensais qu'on allait faire 50-55 minutes, je crois qu'on a 1h30. Donc on a quand même fait un peu plus long. Comme d'habitude, si vous avez apprécié si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à lâcher un like sur YouTube, sur Spotify, ça permettra de nous aider. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. On essaye de répondre à tous les commentaires, Jam notamment, et à signer à ce rôle, je crois. Il répond à vos commentaires. Et puis, écoutez, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus.